Shalom, et on a devant nous pas mal de travail. On va étudier Bezat Hashem l'Ilchot Pessah. Et ce coup-ci, je vais m'excuser. En général, j'aime bien, quand j'enseigne la halakha, et enseigner la halakha aussi pour Sfaradim, Ashkenazim et pas uniquement Chabad. Là, il se trouve que les différences sont tellement grandes et les minagim tellement différents qu'on va se concentrer spécialement sur les minagim de Chabad. Il y a quand même des choses qui sont en commun, mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de spécificités à Chabad. Ça, c'est le premier point. Et on va essayer de voir un maximum de sujets. Et il y a deux sujets qu'on a déjà traités, qu'on ne va pas traiter aujourd'hui. Et Birkat Eilanot, et puis toutes les halachot en rapport avec la recherche du Hametz. Et pour ça, si vous voulez, il y a un cours sur chassidut.org qu'on a déjà enregistré, que vous pouvez trouver. Il y a une douzaine de sujets comme ça qu'on va aborder. On va commencer par la kashérisation des ustensiles et puis de la cuisine finalement pour Pessah. On va commencer avec deux points fondamentaux. Le premier point, on apprend toute cette histoire de kashérisation de Parashat Matot lorsqu'il y a eu la Milchama, la guerre contre Midian. On apprend dans des versets là-bas qu'il y a deux types de kashérisation des ustensiles en fonction de ce qu'on a fait avec les ustensiles. Alors des ustensiles qui ont été utilisés de sorte que le Hametz est directement en rapport avec les ustensiles. Je prends une poêle et puis il n'y a pratiquement pas d'huile, ou il n'y en a pas du tout, et puis dedans je fais chauffer quelque chose sur la poêle ou bien je fais griller quelque chose. Alors dans ce cas-là, comme ça c'est directement en rapport, et pour pouvoir kashériser quelque chose comme ça, il faut faire ce qui s'appelle l'iboun, c'est-à-dire avec un chalumeau, et faire sortir le Hametz. Le deuxième type d'ustensiles, c'est des ustensiles qu'on a utilisés avec de l'eau, avec de l'huile, pas un fond d'huile avec plus d'huile que ça, ou bien avec de l'eau. Dans ce cas-là, ce qu'il faut faire, un tel ustensile s'appelle la hagala. Alors on va rentrer dans les détails exactement. La hagala, tout le monde sait ce que c'est. On va faire chauffer de l'eau à l'intérieur, etc. Mais on va rentrer dans les détails juste pour savoir qu'il y a ces deux types de kashérisation. Non, il se trouve que maintenant, le cours, on va essayer de se concentrer avec les problèmes spécifiques aussi à cette année, avec le virus, cette année, 5780, les Hashem, que toutes cette épidémie s'arrête rapidement, puis qu'on arrive directement au Beth Amikdash avec le Melech HaMashiach. En attendant, on a un problème à sortir et on n'a pas de chalumeau à la maison en général. Par conséquent, tout ce qui s'appelle l'iboun, le vrai l'iboun, parce qu'il y a un autre l'iboun, et le fait de faire chauffer un ustensile jusqu'à ce que ça soit chaud de l'autre côté ou jusqu'à ce qu'une paille brûle de l'autre côté, ça c'est pas un vrai l'iboun. Ce qui s'appelle l'iboun kal, c'est quelque chose qui est possible de faire à la place de la gala. Mais là, je ne suis pas en train de parler de ça. Je parle de quelque chose qui est un grill, une poêle, quelque chose que j'ai utilisé directement avec le Hametz, qui a besoin d'un vrai liboun, quelque chose où il faudrait un chalumeau, puis faire sortir même des étincelles pour certains métaux. Pour ce genre de kashérisation, on aura réellement un problème cette année. Et donc, il y a beaucoup de choses qu'on ne pourra pas faire. En attendant, on va surtout parler donc de ce qui s'appelle la hagala. Alors, premier point, quand on va kashériser, que ce soit le marbre, c'est-à-dire la surface de travail, que ce soit le gaz ou que ce soit des ustensiles, premier point, on doit faire attention à ce qu'ils ne soient pas bnei yoman, c'est-à-dire qu'on ne les ait pas utilisés dans les 24 heures qui précèdent avec du Hametz. Deuxième point à savoir, les klesrochit, des ustensiles en verre. Vous savez que c'est une grande marloquette dans les Rishonim et puis après entre le Shulchan Aruch et le Rama, à savoir est-ce qu'un ustensile en verre, c'est comme un ustensile en argile et donc c'est incashérisable. Ça c'est l'avis du Rama. L'avis du Shulchan Aruch, c'est que au contraire, ça n'absorbe absolument pas et donc c'est vraiment quelque chose de très simple. Il suffit de laver l'ustensile. Le Admour Hazaken, il est comme le Rama, par conséquent, on ne pourra pas kashériser des ustensiles qui sont en verre. J'ouvre juste une petite parenthèse parce qu'il y a quelque chose que les gens ne savent souvent pas. Le Admour Hazaken, lui, il est très possible qu'il soit d'avis que tout ce que je viens de vous dire là maintenant, c'est par rapport à Pessah. Parce que pour Pessah, et ça s'appelle Issour Bala, on considère que toute l'année, lorsqu'il y a du Hametz qui est rentré, c'est quelque chose d'interdit qui est rentré. Mais si un jour, dans un ustensile en verre, j'ai utilisé pour quelque chose de Bessari, pour quelque chose de carnet. Et puis une autre fois, j'ai utilisé pour quelque chose de Halavi, pareil, inadvertance. Et tout ça avec une température qui est très élevée. Alors on aurait tendance à se dire, non, on sait que le verre, on ne peut pas le kashériser. Là, c'est ce cas de figure dont je viens de parler, qui s'appelle Eiter Abala. Chaque fois que quelque chose a été absorbé, c'est quelque chose
de cachère qui était absorbé. La viande toute seule était cachère. Le lait, après 24 heures, tout seul qui était absorbé, c'est aussi quelque chose, considéré comme quelque chose de cachère qui est absorbé. Pour ça, et a priori, on pourra, oui, cachériser le verre et lui faire la hagala. La khumra dont on vient parler du Rama, c'est uniquement pour Pessah. Je vais faire une parenthèse, parce que c'est quelque chose qui n'est pas tellement connu, c'est quelque chose qui n'est pas tellement explicite. Ici, quand il parle de ça dans le Siman Taznun Aleph, la Noirzaken, il parle par rapport au Chametz. Donc on ferme cette parenthèse. Lorsque l'on va cachériser un ustensile, on doit cachériser aussi le manche de l'ustensile. On verra après les détails exactement comment on fait la cachérisation, vraiment en détail, mais déjà comme ça, quelques points comme ça qui sont importants. Avant de parler des ustensiles de façon spécifique, on va parler d'abord des grandes choses, comment cachériser les grandes choses qu'il y a dans la cuisine. Et comme ça. Premier point, lorsque je vais prendre le kumkum, ouais, je vais prendre comme ça l'ustensile dans lequel je fais bouillir l'eau. Alors, dans un premier temps, d'abord je vais bouillir de l'eau de façon à le cachériser lui-même. Une fois que lui a été cachérisé, et là aussi je vais rentrer dans les détails comment exactement faire les choses, mais là aussi c'est quelque chose d'assez général ce que je vais dire. Une fois que j'aurai cachérisé, ok, je vais l'utiliser maintenant, je vais verser l'eau, je vais le remplir d'eau que je vais faire bouillir, et maintenant je vais l'utiliser pour cachériser toutes sortes de choses que l'on peut cachériser en versant de l'eau uniquement. On verra aussi de quoi il s'agit, par exemple pour la surface de travail, c'est ce qu'on va faire. Mais ce que je veux dire ici, c'est que cet ustensile après, l'Admor Zaken nous dit que l'ustensile qu'on a utilisé pour cachériser d'autres ustensiles, en raison des vapeurs qui vont remonter, on ne pourra pas l'utiliser pendant Pessah. Ce qui fait que si vous avez pris un kumkum que vous avez utilisé pour cachériser la surface de travail, ce kumkum, vous ne pourrez plus l'utiliser après pour Pessah, à moins qu'à la fin de tout le processus, vous le recachérisiez évidemment comme n'importe quoi qui aurait été chametz. Ok. Alors on va commencer par la surface de travail, et maintenant on va rentrer plus dans les détails. Déjà, il faut savoir, comme on a dit, que pour cachériser un ustensile, et c'est vrai aussi pour la surface de travail, il ne faut pas l'avoir utilisé à chaud pendant les 24 heures qui ont précédé. Donc c'est vrai aussi pour le shaïch, pour le marbre, la surface de travail, pour laquelle il faudra faire attention à ne pas avoir mis quelque chose de chaud. Quand je dis quelque chose de chaud, c'est plus de 43, 45 degrés, plus que ça. Ok. Après ça, il va falloir bien nettoyer tout, et puis pour ça, alors on prendra un détergent comme ça qui est fort, quelque chose qui va enlever et tous les petits problèmes qu'il peut y avoir comme ça dans les fentes, etc. S'il y a du chametz là-bas, de toute façon, il va le rendre immangeable, et donc ce sera déjà une bonne chose. Encore un point, c'est important de savoir qu'avant de cachériser la surface, et c'est vrai aussi pour l'évier, et c'est vrai pour tout, il faut absolument que ce qu'on va cachériser soit sec. Parce que si c'est pas sec, s'il y a de l'eau sur le shaïch, lorsque je vais verser maintenant de l'eau de mon clarichon, l'eau elle va rentrer en contact avec l'eau qu'il y a sur le marbre et elle va se refroidir. Par conséquent, encore un point préliminaire, il va falloir que je rende sèche complètement toute la surface. Une fois que j'ai fait ça, alors je prends on va l'appeler kumkum, ouais. En hébreu, une fois pour toutes, le kumkum, donc c'est cet instrument comme ça, je ne sais pas comment on dit en français, ouais, dans lequel on a fait bouillir l'eau, le truc électrique, ouais. Et puis bon, on va verser. Maintenant le problème ici, c'est que je vais commencer, donc j'ai toute ma surface, je vais commencer comme ça à l'extrémité, je commence à verser. L'endroit où l'eau est tombée, là il n'y a pas de problème, ça y est, j'ai versé mon eau qui est brûlante et qui a bouilli, ok, l'endroit est cachérisé. Mais l'eau maintenant va continuer à couler. Et le problème, c'est que si maintenant je continue la deuxième partie et que je vais verser de l'eau, ça ne sera pas sec. Par conséquent, je suis obligé, chaque fois, de prendre un petit bout, l'endroit où l'eau est tombée directement. Ça a été cachérisé. Tout ce qui est à côté, il va falloir maintenant que je le rende sec et je verse à nouveau. Et comme ça, je progresse et je finis. Et je continue comme ça tout mon shaïch. Là, il faut comprendre quelque chose. Pourquoi on a besoin de verser de l'eau d'un kumkum? Alors ça vient du fait que pour le Rama et pour les Chabad, aussi les Chassidei Chabad, il y a une grande Khumra. La grande Khumra provient du fait que lorsque l'on cachérise un ustensile, alors on dit qu'il y a deux types d'ustensiles, ceux qu'on a utilisés directement avec où le chametz à chaud a directement été en contact avec la poêle, avec l'ustensile. Et il y a ceux dans lesquels il y avait de l'eau au milieu. Mais qu'est-ce qui se passe quand j'ai une casserole? Et des fois dans ma casserole, je fais des pâtes, donc il y a de l'eau. Mais des fois, je vais mettre un fond d'huile et puis je vais faire frire quelque chose. Alors lorsque je prends un fond d'huile,
Ouais, ben, ici, c'est un contact direct. Alors si ce que je fais frire, évidemment, c'est quelque chose de Hametz, ou bien j'ai réchauffé à l'intérieur d'une poêle et des borécasses, par exemple. Ouais. Et c'est arrivé à une température qui est élevée. Ben, dans ce cas-là, j'aurais besoin du liboun. Or, lorsque j'utilise ma casserole avec de l'eau pour faire des pâtes, ça nécessite la gala. Alors qu'est-ce qu'on fait ici? Alors d'après le Shulchan Aruch, on va d'après ce qui s'appelle Rov Shimouch. C'est-à-dire que si on a l'habitude en général, et on utilise plus souvent cette casserole pour faire cuire des choses avec de l'eau, eh bien la casserisation, ce sera une agala. Alors c'est vrai que ça paraît bizarre, parce qu'on peut se dire, mais des fois ça a absorbé directement. C'est vrai. Mais dans la mesure où de toute façon, tout ce qui a été absorbé, il y a plus de 24 heures que c'était absorbé, et que le problème, il est que un problème de Hametz qui est mis des rabanan, parce qu'après 24 heures, les choses ne sont interdites que d'après nos Chachamim. Ben c'est ce que nos Chachamim ont demandé. De la même façon que eux ont obligé, et c'est pas la Torah qui nous a obligés, de faire cette cacherisation, après les 24 heures, ben c'est eux aussi qui nous donnent sa permission d'aller d'après le principal de l'utilisation, en se disant que de toute façon, ce qui a été fait une fois ou quelques fois, mais c'est pas le principal du temps, hein. Ouais, il y a plus de 24 heures qui sont passées, et puis les choses s'arrangeront avec la Hagala. Mais seulement le Rama et le Admor Azaken ne sont pas de cet avis. Et ils pensent que quand bien même j'aurais utilisé un ustensile directement en contact avec le Hametz sans eau, même une fois, je serais obligé de faire le liboun. Alors ici, j'ai un problème. Alors en ce qui se concerne, maintenant je reviens à ma surface de travail. Qu'est-ce qui se passe avec la surface de travail? Ben, des fois, il est possible que j'ai une pashtida, c'est-à-dire que j'ai quelque chose de chaud, un kougel ou bien un makoud pour les Tunisiens, et puis le truc est très chaud, et puis il est tombé sur le shaïch. Alors qu'est-ce qui se passe quand il est tombé sur le shaïch? On considère que cette chose-là, ouais, tous les poskim ne sont pas d'accord, mais en tout cas pour Pessah, on fait cette umra-là, que quelque chose qui était extrêmement chaud que j'ai pris d'un klirishon, que j'ai pris du feu, tant qu'il est encore chaud, qu'il y a plus qu'il y a de d'admo, il est encore considéré lui-même comme un klirishon. C'est comme si j'avais pris ma casserole, quand je prends cette pashtida, quand je prends ce kougel, c'est comme si j'avais pris directement ma casserole. Et donc, quand il va tomber sur mon shaïch, il est directement, mon shaïch en rapport avec quelque chose qui est comme un klirishon. Et par conséquent, normalement, il faudrait que je prenne mon shaïch et que je le mette à l'intérieur de la casserole, ce qui est évidemment impossible. Quand je prends maintenant mon kumkum et que je vais verser de l'eau, ben, c'est beaucoup moins bien que si j'avais pris le shaïch et que je l'avais mis à l'intérieur d'un kli. Ouais. Vous savez qu'il y a ce qu'on s'appelle klirishon, il s'appelle, dans les Hot Shabbat aussi, irouille mais klirishon. À l'intérieur, quand j'ai une casserole qui est sur le feu et que je mets quelque chose dans la casserole, ouais, et ben le bichoul, il est beaucoup, la cuisson, elle est beaucoup à un degré beaucoup plus élevé que si je prends une casserole qui était sur le feu et que je verse maintenant l'eau sur autre chose, parce que l'eau, entre-temps, ben, elle va un peu se refroidir comme ça, et dans l'air, et puis après, quand elle va toucher la surface d'en bas. Et c'est exactement là qu'est le problème, parce que ma surface, je considère que des fois, elle a absorbé quelque chose d'un klirishon. Or, maintenant, je prends le kumkum qui est uniquement un irouille de klirishon, je verse d'un klirishon uniquement, donc il manque quelque chose. C'est pour ça que l'Admor Azaken va demander que ça ne suffise pas de verser d'un klirishon, il va falloir aussi prendre ce qui s'appelle l'Even Melouban, c'est-à-dire que d'après le... Là, on va voir comment contourner ce problème, mais d'après ça, vu que ça ne suffit pas, il faut que parallèlement, lorsque je verse mon eau, du fait que cette eau-là, ben maintenant, elle s'est refroidie sur mon shaïch, il aurait fallu que parallèlement, je prenne une pierre, alors avec des pinces, évidemment des pinces c'est quelque chose qui ne va pas conduire la chaleur, parce que sinon je vais me brûler la main, mais il aurait fallu que je prenne une pierre, que je mette sur le feu, et que cette pierre, maintenant que je saisis, eh ben, je la fasse passer à l'intérieur de l'eau pour que ça boue sur le shaïch, comme si le shaïch j'avais mis dans un klirishon. Il y en a qui vont prendre un fer à repasser, et puis ils vont faire passer ça sur l'eau comme ça, pour que l'eau boue à l'intérieur, sur la surface de travail, et que ça soit considéré comme si j'avais mis ma surface de travail dans un klirishon. Comme c'est compliqué de faire ça, là, on va faire uniquement le hirouille d'un klirishon, mais ça ne suffit pas, on a dit, ouais, d'après le Rama et le Admor Azaken, et par conséquent, on va recouvrir le shaïch. Ouais, c'est la raison pour laquelle on recouvre. Maintenant, comment on va recouvrir ça? On recouvre avec juste une petite couche de papier d'aluminium. Ça ne suffira pas parce que c'est quelque chose qui est fin, parce qu'il y a de l'eau qui va couler au milieu et puis il y aura un problème après. Et quand je vais mettre ma casserole, vous savez qu'il y a une règle de Issor Ve'eter selon laquelle, lorsque j'ai deux ustensiles qui sont complètement secs, qui vont se toucher l'un l'autre,
Ouais, c'est vrai aussi toute l'année. Si j'ai un ustensile qui est Bessari, un ustensile qui est Halavi, et les deux sont très chauds, et les deux vont se toucher, ben, il n'y a pas de issour qui va passer, il n'y a pas d'interdiction, il n'y a pas de problème qui s'est passé lorsque les deux sont touchés, parce que les lorotev ein ma'avar, mais cli les clis. Sans quelque chose de mouillé, il n'y a rien qui passera d'un ustensile à un ustensile. Ben, c'est vrai aussi, lorsque je vais prendre une casserole, si elle est complètement sèche, et qu'elle est chaude, et qu'elle est sur ma surface de travail, quand bien même elle serait interdite, surface de travail, il n'y a rien qui va se passer. Le problème, il commence quand il commence à y avoir quelque chose, ouais, de mouillé. Et en général, une casserole, il y a toujours un petit peu d'eau. Par conséquent, à partir du moment où j'ai pris ma surface de travail, je l'ai complètement recouverte, hein, si tout est sec, ben, il n'y a rien qui va passer, c'est très bien. Le mieux, c'est de recouvrir avec un PVC. Hein, un PVC comme ça, assez épais. Donc en réalité, le fait de recouvrir, ça aurait suffi sans que j'ai besoin de faire le héros du clarichon. Mais comme j'ai peur quand je recouvre, que des fois ça se découvre un petit peu, là, on va faire les deux. On fait comme on a dit le héros du clarichon en versant, et puis en faisant sécher, et puis on avance comme ça, et puis on fait toute la surface. Après ça, en général, il y a un minhag, rapporte le Morzegan Seman Tavnon Bet. Chaque fois que je vais cachériser un ustensile, je vais lui faire la gala. Juste après, de peur qu'il ne réabsorbe ce qui est sorti, je laisse 3 secondes dans l'eau bouillante, mais juste après, je vais le mettre dans l'eau froide. Ici, pour la surface de travail, il n'y a pas besoin de mettre d'eau froide parce que de toute façon, elle est grande et elle va refroidir l'eau sans aucun problème. Par conséquent, je vais verser de mon kumkum directement sur ma surface de travail, en avançant, comme on a dit, en faisant sécher au milieu, on avance, et après on recouvre avec un PVC qui est assez épais, et là on aura fait deux choses, qui l'une avec l'autre, et c'est sûr qu'on n'aura aucun problème. De toute façon, pour être complètement couvert, parce qu'on essaye de faire tout ce qu'on peut à Pessah pour qu'il n'y ait aucun problème, c'est important de faire attention pendant tout Pessah, de ne pas utiliser d'eau qui soit bouillante dans la cuisine. C'est-à-dire que lorsque je vais nettoyer les casseroles, etc., et lorsque je vais faire la vaisselle, je ferai la vaisselle avec de l'eau tiède ou de l'eau même un peu chaude, mais pas de l'eau qui arrive à Yatsuedetbo. Dans ce cas-là, ouais, j'aurai pas de problème. Ok, ça c'est pour la surface de travail. Pour le kiosque, c'est-à-dire pour l'évier. Alors l'évier, là maintenant je ne vais même pas rentrer dans les distinctions entre est-ce que mon évier maintenant il est en porcelaine, est-ce qu'il est en inox, est-ce qu'il est en métal. Parce que dans la mesure où on fait de toute façon, et tout ce qui est possible, qu'il soit comme ci ou comme ça, on va de toute façon tout faire. Ouais. Qu'il soit en argile et quelque chose d'incachérisable, on le cachérisera quand même malgré tout pour ceux qui pensent que oui c'est cachérisable, donc on fera cette ombre. Et que ça soit quelque chose qu'on peut cachériser sans aucun problème, comme une surface métallique, de toute façon on recouvrera aussi parce qu'on a peur de mal faire la chose. Donc de toute façon, ce que je vais dire maintenant, c'est vrai, quel que soit le matériau. Alors je vais prendre mon évier. Alors l'évier aussi, je le nettoie bien. Je vais faire attention à mettre aussi du produit de façon à ce que s'il y a des pâtes ou quelque chose de chametz à l'intérieur de la tuyauterie, ben, que ça arrive jusqu'à là-bas et au moins ben, on fait le maximum de ishtadlout et que le produit il rende cette chose-là inconsommable par un chien, donc on jette comme ça du produit à l'intérieur. On va maintenant ouvrir le robinet avec de l'eau chaude. Alors c'est la dernière fois qu'on utilisera l'eau chaude, vraiment chaude, jusqu'à après Pessah. Quand l'eau bouillante comme ça passe dans le robinet, je prends mon kumkum d'eau dans laquelle j'ai fait bouillir mon eau. Je vais verser sur donc, le bec du kior. Alors il y aura et de l'eau chaude à l'intérieur et de l'eau chaude à l'extérieur. Et avec ça, j'aurai fini avec cette chose-là. Maintenant, après, je vais verser quand ça sera sec. Donc je vais sécher le kior, je vais verser de l'eau comme ça en plusieurs fois avec mon kumkum dans le kior, mais comme j'ai peur de moi l'avoir fait les choses, de toute façon, je n'utiliserai pas l'évier directement sans avoir un autre évier en plastique que l'on va mettre à l'intérieur. Si on n'a pas ça, on pourra prendre une guiguite, c'est-à-dire une bassine, et ouais, qu'on mettra à l'intérieur de l'évier, une pour le halavi, et on fera un trou à l'intérieur de la bassine en bas, et on fera en sorte que la bassine ne soit pas, en général les éviers que l'on achète, ouais, ils ont des bords comme ça, et puis ils sont moins profonds que les éviers, ce qui fait qu'il y a une distance, et c'est très bien, entre le fond de l'évier et puis le fond de l'évier en plastique. Ouais. Et là, si je prends une guiguite, une bassine, et ben, des fois elle n'est pas assez grande, et donc elle va toucher jusqu'en bas, mais il faudra mettre quelque chose en dessous de façon à ce qu'il y ait
une certaine distance entre le trou que j'aurais fait à l'intérieur de la bassine et puis le bas de l'évier, pour pas qu'il y ait de l'eau comme ça qui remonte à l'intérieur, etc. Ok. Et quoi encore? Je vais prendre maintenant la cuisinière. Maintenant, dans la cuisinière, il y a le four. Le four, chez Chabad, on ne cachérise pas. Hein. Et c'est vraiment un grand problème. Ça vient du fait qu'en réalité, ce qu'on retrouve chez les Chachamim, et lorsque l'on parle de cachérisation, c'est uniquement le liboun et la hagala. C'est uniquement les deux choses dont on a parlé, cachériser avec un chalumeau, et puis cachériser comme ça avec la hagala. Mais tout ce qui est faire chauffer le four au maximum, etc. Ouais. C'est sur quoi c'est basé? C'est basé sur le fait qu'on se dit que bolo, carpolto, de la même façon que ça a absorbé, ça va relâcher ce qu'il y a à l'intérieur des parois. Mais c'est pas évident qu'on puisse dire pour n'importe quoi que bolo, carpolto. Par exemple, pour des ustensiles pour lesquels on va faire la hagala. Alors on utilise ce principe de kebolo carpolto. Mais lorsque je vais faire le liboun par exemple, c'est une marloquette à savoir si le liboun il marche avec le kebolo carpolto ou pas. Donc le fait de dire que toute cachérisation ça marche avec ce principe, c'est pas évident du tout, ce qui fait que quand bien même j'utilisais mon four à 400 degrés et je me dis à 400 degrés maintenant quand je vais le faire chauffer, tout va sortir, c'est pas évident du tout que ça marche comme ça. Par conséquent, on ne cachérise pas et les fours chez Chabad, c'est important. Agave. C'est vrai que cette année, on a tendance comme ça à se dire, bon, on va faire les choses quand même de façon moins, moins restrictive dans la mesure où il y a la maladie, machin et tout, et puis on a déjà ce problème comme ça. C'est vrai partiellement. Pour certaines choses, c'est vrai que c'est ce qu'il faut se dire. Mais ça, c'est juste ce que je vous dis, c'est une question une réflexion. Ouais. Mais c'est pas nécessaire que sous prétexte qu'on a déjà assez de problèmes comme ça, et on soit moins regardant. Je veux dire, et quelqu'un va se dire, non, ok, je vais me débrouiller pour acheter des ustensiles nouveaux, mais j'ai entendu que maintenant, on a la possibilité de ne pas les tremper, on peut les vendre à un gars, etc. Je vais faire ça. Ok, dans certains cas, si on n'a pas le choix et qu'on n'a aucun ustensile, on pourra utiliser ces choses-là qui sont de vendre ou pas de vendre, mais de donner l'ustensile à un goy. On reviendra à ce point-là. Ouais. Mais si déjà j'ai des ustensiles, je vais acheter des ustensiles plus beaux et je me dis non, cette année on a le droit de faire ça. Non, il n'y a pas de raison. Au contraire, il faut être encore plus aidé. Si on a des problèmes maintenant de santé, il attend peut-être de nous un petit peu plus de zèle. Donc c'est pas évident comme ça que pour chaque chose, on ait besoin de se dire non, bon, cette année, ok, il n'y a pas de problème, je vais cachériser le four. Non, on ne cachérise pas le four. Chez Chabad, il n'y a pas de raison que cette année, on cachérise le four. Ouais. Et si on n'a aucune autre chose que le four, mais on demandera à un rave exactement quoi faire. Ok. Alors maintenant, j'en suis à ma cuisinière. Alors le premier point, lorsque j'utilise la cuisinière dans l'année, il y a des vapeurs comme ça qui sont montées. Ces vapeurs, elles sont montées et sont allées sur d'abord le rebord de la cuisinière, sur les murs à côté, peut-être sur le meuble de cuisine qui se trouve à proximité. Maintenant, jusqu'à une certaine hauteur, les vapeurs, elles sont encore très chaudes à un point où c'est Yad Soledetbo. Et lorsqu'elles vont toucher le mur avec cette température de Yad Soledetbo, elles vont faire rentrer du Hametz à l'intérieur du mur. Et lorsqu'à Pessah, je vais réutiliser une casserole de Pessah pour faire bouillir quelque chose, une soupe, et puis maintenant il y a les vapeurs qui vont monter, et elles vont arriver au même endroit dans le mur introduit pendant l'année, il va faire sortir le Hametz et ça va tomber Khalila dans notre casserole. Ce qui fait qu'il faudra vraiment faire attention à ce que lorsque je prépare comme ça le coin de la cuisinière, que je recouvre et le couvercle de la cuisinière et les murs et l'armoire, tout ce qu'il y a autour de papier d'aluminium, au moins jusqu'à la hauteur à laquelle les vapeurs qui montent sont encore à une température de Yad Soledetbo. Ça c'est extrêmement important. Maintenant, dans la cuisinière, sur la cuisinière, déjà c'est important de savoir, on pourrait se dire pourquoi faire le recherche de la cuisinière. Juste que vous sachiez. Ouais. Et c'est quelque chose auquel on ne pense pas, et puis bon, c'est pas peut-être donné à tous, mais il faut savoir que des fois on va se casser la tête comme ça, à faire tout ce que je vais vous dire maintenant par rapport à la cuisinière, et on va même faire venir peut-être des fois une femme de ménage, et elle va passer des heures à faire ça, et on va lui payer je ne sais pas combien, alors qu'en réalité, à long terme, c'est sûr que ça sera économique. Si vous achetez un réchaud comme ça, qui se branche sur le gaz aussi, mais de deux feux, alors faire attention quand on débranche et quand on enlève le tuyau du gaz, quand on le remet, c'est vrai que c'est très dangereux.
Et il faut absolument bien le faire parce que s'il y a du gaz après qui sort. Mais disons qu'on s'est débrouillé, il y a quelqu'un qui sait le faire et puis qui va enlever le tuyau de la cuisinière de l'année et qui va le remettre maintenant dans ce que j'ai acheté. Un réchaud comme ça avec deux feux, ça peut résoudre tous les problèmes. J'imagine que pour 300-400 shekels en Israël, c'est quelque chose qu'on peut trouver. Donc même 300-400 shekels, c'est pas donné à tous, mais c'est d'air. À long terme, c'est sûr que c'est une bonne chose et puis ça économise de l'argent et du temps, donc c'est une bonne chose à faire. Si maintenant on n'a pas la possibilité de faire ça, alors qu'est-ce qu'il y a maintenant sur la cuisinière? Alors le four, on a dit, on va le fermer, ouais, on nettoie évidemment, qu'il n'y ait pas de miettes, et puis on le ferme, comme ça on met du scotch, et de façon à ne pas le toucher. Maintenant, ce qui concerne la cuisinière en haut, alors il y a trois choses finalement, ça s'appelle les mav-erim, c'est-à-dire les ronds comme ça, desquels va sortir le gaz. Il y a ça s'appelle les chatsuvot. Les chatsuvot, c'est les grilles, quoi. Il y en a deux en général. Et il y a ça s'appelle le mishtar, c'est-à-dire la surface même, ouais, blanche en général, et du four. En ce qui concerne les maverim, c'est-à-dire les ronds, ça c'est le truc le moins problématique, parce que dans la mesure où il est très très proche du feu, s'il y a des pâtes dans l'année qui sont tombées ou n'importe quoi, ces choses-là elles vont se brûler directement, elles sont proches du feu. Donc, soit pendant 20 minutes, on va, après qu'on les ait bien nettoyés, allumer le feu au maximum, et puis après on recouvrira ça. Attention, évidemment, il faut que les trous ils soient ouverts. Soit on pourra faire la hagala. Ouais, c'est aussi possible de faire la hagala pour cette chose-là, pour la raison que je viens de vous dire. Comment faire la hagala? Dans les détails, comme je vous ai dit, on va le voir juste après. Mais sachez que pour les mav-erim, hein, c'est-à-dire pour ces ronds-là, on peut leur faire la hagala. Et puis après, on les recouvre et tout va bien. En ce qui concerne les chatsuvot, c'est-à-dire les deux grilles comme ça qu'il y a sur le feu, alors là, normalement, c'est quelque chose qui, des fois, est en contact direct avec des pâtes, par exemple, qui sont tombées. Et comme je vous dis, il suffit que des fois, ça soit passé pour que, d'après le Zaken, ça soit problématique parce qu'on fait attention aussi à ce qui s'appelle miuchimu, c'est quelque chose qui aurait eu lieu même de façon exceptionnelle. Et par conséquent, a priori, il aurait fallu, pour cette chose-là, l'ibun chamour, c'est-à-dire un chalumeau. Et puis on a dit qu'on n'a pas de chalumeau à la maison en général. Alors qu'est-ce qu'il faut faire? Alors dans ce cas-là, il faudra faire deux choses. La deuxième chose, ça sera de recouvrir du papier d'aluminium, et même recouvrir deux fois avec du papier d'aluminium. Alors c'est vrai que c'est pas pratique, parce que bon, ça s'en va comme ça. Là aussi, même si vous n'avez pas de gazinière spéciale pour Pessah, mais avoir au moins un truc comme ça, un set comme ça. Et pour Pessah, que vous mettez sur votre cuisinière, que vous changez, comme ça c'est quelque chose qu'on peut trouver jusqu'à Pessah. C'est vrai que c'est une très bonne chose et ça enlève beaucoup de casse-tête. Toujours est-il, si vous n'avez pas ça, alors avant de le recouvrir, il faudra le recouvrir donc de papier d'aluminium deux fois. Avant de le recouvrir, on va prendre, il y a deux possibilités. Soit on fera Hiroui Meklerishon, comme on a dit, ouais. Soit on prendra toute la grille et puis on la mettra comme ça dans le feu, à chaque endroit 10 secondes. Mais c'est assez problématique, c'est pas évident, il faut le tourner dans tous les sens. Et puis pour arriver à faire ça sur tout, c'est vraiment pas évident du tout. Et même le recouvrir, c'est pas évident parce que ça se découvre un peu, ça s'ouvre comme ça pendant Pessah. Donc ça, et on fera. Et attention, si c'est possible d'en avoir des neufs, c'est mieux. Sinon, on fera comme je vous ai dit. Ouais. Et s'il y avait eu la possibilité, et si vous avez la possibilité, ouais, de faire ça avec un chalumeau, alors ça, c'est vrai que c'est la meilleure des choses. Mais bon, c'est pas évident. Cette année, évidemment. Maintenant, il nous reste le mishtar lavan, c'est-à-dire la surface qu'il y a maintenant entre ces différents ronds. Alors là-bas, on fera aussi. Hiroui miklachon, je prends le kumkum, je fais bouillir de l'eau, ouais, je verse. Si je peux, parallèlement, utiliser le even melouban, hein, la pierre, je ferai, mais ouais, c'est compliqué. C'est pas nécessairement quelque chose à faire. Et puis, on recouvre de papier d'aluminium. Et donc, ce sera comme pour la surface de travail dont on a parlé, pour laquelle on aura fait ces deux choses-là et on sera couvert quelque part. Et les plaques électriques qu'il y a sur la cuisinière, alors on va les faire, on va les chauffer comme ça pendant 1 heure à la plus haute température, puis on les recouvre d'aluminium. Et si on a la possibilité de faire aussi les rouilles de clarichon sans les abîmer, on le fera, mais ça chacun connaît sa cuisinière. En ce qui concerne la plaque de Shabbat, alors comme ça. Ici on fera tout ce qui est possible. Et tout ce qui est possible, c'est 4 choses. C'est nettoyer, c'est le chauffer au maximum pendant 1 heure. C'est si c'est possible, je dis si c'est possible parce que bon, chacun comme ça avec sa plaque, et puis il y a l'endroit où on met la prise. Ouais. Il faut faire ça si on sait le faire avec, sans prendre de risque, on le fait, sinon il ne vaut mieux pas. Hiroui Miklerichon aussi.
hein. On verse comme ça du kumkum. Mais ça, je vous dis, on peut aussi s'en passer si vous avez fait chauffer pendant 1 heure. Et en plus, après tout ça, de toute façon, vous recouvrez de 2 couches de papier d'aluminium fin, ou bien de quelque chose d'épais. Et là aussi, on est couvert, c'est le cas de le dire. Maintenant, faire attention parce que, bon, du papier d'aluminium comme ça qui est sur une plaque, quand la plaque chauffe, et ça peut être dangereux. Il faut faire attention à ce qu'il n'y ait pas de tissu comme ça qui tombe sur la plaque pendant Shabbat, pendant Yom Tov. Ouais, ça pourrait le brûler, donc il faut faire très attention. Ok. Et nouveau point qui est rapporté dans le Rama, dans le Siman Tavnoun Aleph. Il faut savoir, on aurait tendance à se dire, bon, bah ok, j'ai un ustensile qui est Hametz, mais je vais l'utiliser à froid pas de problème. C'est vrai qu'à froid, il n'y a pas de problème a priori, il n'y a rien qui va passer à froid. Mais malgré tout, il y a un alinéa dans lequel le Rama nous dit qu'on n'utilise pas à Pessah à froid un ustensile qui, si c'était à chaud, aurait eu besoin d'être cacherisé, de peur que finalement on aurait utilisé aussi à chaud. Par conséquent, faire attention à ce point-là. Et un autre point. Il y a des choses qui ont besoin de l'iboun. On a quelque chose qui a besoin de l'iboun. Et quand bien même on aurait le chalumeau, si c'est quelque chose qui, quand on veut lui faire le liboun avec le chalumeau, cette chose-là, elle risque de s'abîmer. Même si on fait attention, on aura peur, les rachamim ont peur que l'on fasse tellement attention qu'on ne fasse pas bien le liboun. Et par conséquent, il nous a interdit de cachériser, de faire le liboun à ce genre d'ustensile. Ce qui sort que pour une poêle en téflon, par exemple, c'est incachérisable. Pour cette raison-là, parce qu'avec le liboun, ça s'abîmera. Ok. Après tout ça, maintenant, comment faire? Alors, on a dit comment faire la gala pour la surface de travail, pour l'évier, pour le robinet et pour la cuisinière. Maintenant, pour tous les ustensiles, les petites casseroles, etc., et les cuillères et les fourchettes et toutes ces choses-là, alors comment faire? Alors, regardez. C'est quelque chose qui se fait en 3 temps. Alors, prenons un ustensile qui est Hametz, qui est grand, dans lequel je vais faire ma gala. Maintenant, par rapport, je vous dis, aux cuillères, fourchettes, etc. Ok. Alors, pour les verres, je ne le fais pas, comme on a dit. Pour tout ce qui est en verre, on ne cachérisera pas. Ok. Alors, j'ai pris maintenant ma marmite. Je ne l'ai pas utilisée pendant 24 heures. Je la remplis d'eau. L'eau bout. Le problème est que l'eau bout, mais il faut qu'elle déborde. Mais comment elle va déborder alors que quand elle bout, il y a une partie comme ça qui va se transformer en vapeur et par conséquent, ça ne va pas déborder. Maintenant, si je mets quelque chose à l'intérieur, ça va refroidir l'eau et donc ça sera un problème. Et il faut aussi cachériser l'extérieur de la casserole. Alors tout simplement, des fois on vous dira comme ça, vous pouvez mettre une pierre que vous avez fait chauffer au feu, etc. Pas besoin de faire tout ça. Parallèlement, vous prenez votre kumkum, vous faites réchauffer de l'eau et quand l'eau bout, et ici et là, vous prenez du kumkum, vous rajoutez à l'intérieur de la casserole qui est sur le feu en train de bouillir, et puis l'eau qui bout que je viens de rajouter, elle va faire déborder ma casserole, et puis là comme ça, la casserole elle-même sera cachérisée, comme on a dit, le minhag rapporté par le Morzekan dans Siman Tavnoun Bet, de rincer à froid les ustensiles après qu'on les ait cachérisés, c'est vrai là ici aussi. Par conséquent, la casserole maintenant, donc la grande casserole, la marmite, maintenant elle sera cachérisée une fois que je vais lui mettre de l'eau froide par-dessus. Ok. La deuxième étape maintenant, c'est, ok, cette chose-là, elle est cachère. Si ce que je voulais, c'était juste la marmite, j'ai fini l'histoire. Mais maintenant, si je veux dans cette marmite, cachériser des ustensiles, ça, des cuillères, des fourchettes, dans plusieurs points. Déjà, on ne va pas cachériser des choses qui ont des fentes, des choses qui ont des petites vis, des choses qui ont des parties amovibles, comme ça, des manches, comme ça, dans un autre matériau. Et des couteaux, a priori, il vaut mieux avoir des couteaux spéciaux et pour Pessah, parce que le couteau, des fois, on l'utilise pour couper des choses très chaudes, et c'est possible qu'on ait besoin de débounes. Par conséquent, a priori, on n'utilisera pas et la cachérisation de couteaux par agala. Ok. Alors qu'est-ce que je vais pouvoir faire ici? C'est des petites casseroles et cuillères, fourchettes, etc. Tout ça, je le ferai dans ma casserole dans laquelle maintenant je vais remettre de l'eau. La première fois donc je l'ai cachérisée elle-même. Maintenant je vais mettre de l'eau à l'intérieur. Je refais bouillir l'eau. Et maintenant je vais mettre mes ustensiles. Alors évidemment si je les mets comme ça, comment je vais les récupérer? Je prendrai un réchette, c'est-à-dire un filet. Dans le filet je vais mettre un certain nombre de petites cuillères, de petites fourchettes, que je vais mettre à l'intérieur de l'eau. Maintenant,
Et je les mets maintenant à l'intérieur de l'eau, et les petites cuillères et les petites fourchettes. Il faut absolument attendre que ça bout pour commencer à rentrer les petites cuillères et les petites fourchettes à l'intérieur de l'eau. Maintenant, lorsque je vais rentrer ça à l'intérieur de l'eau va s'arrêter de bouillir pendant quelques instants. C'est pas grave, dans la mesure où quand je les ai introduits, c'était bouillant, il y avait des bulles, et il n'y a aucun problème avec ces fourchettes et ces cuillères. Je vais laisser uniquement 3 secondes, 1, 2, 3, pas plus, parce qu'on a peur lorsqu'on laisse les ustensiles plus de temps, qu'à nouveau ça réabsorbe le chametz. Donc on attend que ça boue, on rentre, faut pas avoir peur, même si ça se refroidit quand on les a mis à l'intérieur, parce que quand on les a mis, ça bouillait. On attend 3 secondes, on les enlève. Ouais, évidemment, si c'était dans un filet dans lequel il y avait plusieurs petites cuillères, alors on bouge de façon à ce que l'eau elle puisse tourner et rentrer dans tous les endroits. Et autour de chaque cuillère, je prends ça maintenant, je vais rincer à l'eau froide et j'ai fini avec ces petites cuillères. Avant de mettre d'autres petites cuillères ou d'autres ustensiles, je vais attendre évidemment que ça boue à nouveau. Ouais. Et on refait la même histoire. Ok, on a compris le principe. Une fois qu'on aura fini avec ça, et si maintenant cette marmite, je l'utilisais pour Pessah, ben, je vide l'eau, je la rince, et à nouveau, je mets de l'eau à l'intérieur, que je fais bouillir pour recachériser maintenant cette chose-là comme on avait fait la première fois. Ok? Donc c'est en 3 temps, on a compris. Et comme ça. Si maintenant j'ai un ustensile qui est long, et qui ne rentre pas à l'intérieur de ma casserole. Alors là, c'est différent du mikvé. Au mikvé, évidemment, je ne peux pas faire un truc en 2 temps. Parce qu'au mikvé, il y a un problème de khatitsa. De la même façon que quand on rentre au mikvé, on doit être complètement recouvert d'eau. Les ustensiles que l'on met aussi doivent être complètement recouverts. C'est pas vrai pour la hagala. Pour la hagala, il n'y a pas ce besoin-là. Ce qu'il faut, c'est juste enlever ce qui est à l'intérieur du cli. Par conséquent, s'il est très long, mon ustensile, je le rentre une fois d'un côté, 3 secondes, je l'enlève, je le rentre de l'autre côté, et puis j'ai fini avec cet ustensile. Les ustensiles qui sont en plastique, on ne pourra pas les cachériser. Et le four, on a dit, un micro-ondes non plus, on ne pourra pas cachériser. Et là, j'ouvre une parenthèse, le micro-ondes, d'après beaucoup de poskim, c'est pas quelque chose qu'on puisse cachériser même dans l'année. Alors c'est vrai, tout le monde connaît l'histoire de prendre un verre d'eau, et puis dans le verre d'eau, comme ça on fait bouillir de l'eau, on met un petit peu de savon, et puis une fois que ça a chauffé, on a cachérisé le micro-ondes. Ça, tout le monde n'est pas d'accord du tout. C'est comme je vous ai dit, à la base, il y a 2 modes de cachérisation. Il y a les bounes et Agala. Et toutes les autres choses, toutes les autres inventions, c'est pas du tout évident que ça marche. Il y a beaucoup de poskim qui sont pas d'accord avec ces choses-là. Donc même dans l'année, un micro-ondes, on ne le cachérisera pas. Et a fortiori, évidemment, pour Pessah, et il n'en est pas question. Et le lave-vaisselle, à l'intérieur, toutes sortes de parties comme ça, avec des fentes et des trucs comme ça. Donc on se casse pas la tête. Avec ce lave-vaisselle, on ne le cachérisera pas. Le McPi. Le McPi, c'est le congélateur. Au congélateur, on pourrait se dire, qu'est-ce qui s'est passé? Il n'y a rien qui soit chaud, il y a de ce beau là-bas. Ok. C'est vrai, mais il y a d'autres problèmes. D'abord, il va falloir bien nettoyer, etc. Il y a le problème que souvent il y a de la glace, et sous la glace, il peut y avoir des miettes. Et ça arrive souvent quand on met des chalotes comme ça à l'intérieur du congélateur. Par conséquent, il faut absolument le décongeler. Donc que toute la glace, s'il y en a, surtout dans les vieux réfrigérateurs, et qu'elle fonde, et vous verrez, en dessous, souvent il y a des miettes. Alors évidemment, on enlève tout ça, il faut faire attention. Okay. Et puis quand on va cachériser notre congélateur, puis notre réfrigérateur, évidemment, on mettra ce qu'on appelle un chomer pour game, c'est-à-dire de toute façon, dans les interstices et des endroits où il y a peut-être des miettes qui sont tombées, on mettra quelque chose qui va rendre inconsommable par un chien et les choses qui risqueraient de s'y trouver, de façon à ce que, de toute façon, la cachérisation soit faite. Ok. Et encore un point dans le réfrigérateur auquel on ne pense pas, mais malgré tout, qui est important. A priori, je disais, qu'est-ce qu'il peut y avoir de cuisson à l'intérieur du réfrigérateur? A priori, rien, puisque pour qu'il y ait une cuisson, il faut qu'il y ait au moins un 43 à 45 degrés. C'est vrai. Mais c'est vrai que partiellement. Pourquoi? Parce qu'il y a d'autres modes de cuisson, ils s'appellent kavouche kimvouchal. Si je prends par exemple un verre, je prends un verre, à l'intérieur du verre, et j'ai de l'eau, ici j'ai du thé froid, et puis je mets un bout de gâteau qui est tombé comme ça. Et cette chose-là, elle reste de côté
pendant 24 heures. Eh bien, ça s'appellera kavouche, et de l'eau dans laquelle il y a du chametz, ben elle va réussir à faire passer ce chametz dans les tfanot, dans les parois du kli, et c'est comme si j'avais fait cuire à l'intérieur de mon ustensile quelque chose de chametz. Ouais, c'est rentré par la gvisha. Ça, c'est avec de l'eau, c'est 24 heures, mais si c'était quelque chose de harif, et du whisky, du vinaigre, il y a des choses pour lesquelles 18 minutes, ça suffit, des fois même moins que ça, ouais, pour que ça soit considéré comme une cuisson. Et par conséquent, regardez ce qui peut se passer. Alors ça va vous paraître étonnant, mais malgré tout, faire attention à ça, et on va voir quelle conclusion on va tirer de ce que je vais vous dire. Regardez. En bas du réfrigérateur, il y a des bacs comme ça en plastique. Dans ce bac, en général, on met des fruits et des légumes. Ok. Maintenant, admettons que à l'intérieur, pendant l'année, ben, il y ait des fois un bout de gâteau comme ça qui soit tombé à l'intérieur de cette cuve. Et puis aussi de l'eau qui tombe, ouais, des trucs qui coulent comme ça. Eh ben, pour peu que on va pas, en général, on va pas nettoyer cette cuve toutes les 24 heures. Donc pour peu qu'il y ait de l'eau avec du chametz qui soit resté 24 heures à l'intérieur de cette cuve, pour que dans les parois de cette cuve, ben, je considère qu'il y a du chametz qui a été absorbé. Maintenant, aucun problème, ok, j'ai lavé, j'ai bien nettoyé ma cuve en plastique, mon bac en plastique, et puis à l'intérieur, je vais mettre maintenant les pommes de terre et pour Pessah ou quoi que ce soit, ou mes pommes. Ouais, mes pommes peut-être parce que les pommes de terre, peut-être même pas les pommes, parce que les pommes aussi, il faudra les éplucher, le mina cravate. Mais je mettrai de toute façon des ustensiles qui vont maintenant être en rapport avec les parois. Maintenant, pour peu que le fruit qui est tombé en bas, ils sont en rapport avec les parois, et que pendant Pessah aussi, il y ait de l'eau qui tombe dans cette cuve, et ben maintenant mon légume qui est à l'intérieur de l'eau, et ben là aussi il va être en contact avec la paroi, il va réussir à faire sortir le chametz dans la paroi qui pourra s'introduire à l'intérieur du légume. Ça paraît tiré par les cheveux, mais malgré tout, c'est suffisant pour, dans les folies de Pessah, et là je vais ouvrir une parenthèse sur les folies de Pessah, et pour que dans les folies de Pessah, eh ben, on demande de recouvrir ce bac avant de mettre quoi que ce soit à Pessah. Et c'est vrai aussi pour les clayettes, c'est vrai pour toutes les surfaces. Ouais, on ne va pas mettre directement d'ustensiles pour les raisons que je viens de dire dans l'intérieur du réfrigérateur sans les avoir recouverts de toute façon, même après les avoir bien nettoyés. Maintenant, je vous dis, on va ouvrir une parenthèse par rapport aux folies de Pessah. Ouais, la Gemara nous dit que personne ne fait une faute, une erreur dans l'année, une avéra, sans qu'il y ait un vent de folie qui lui ait traversé l'esprit. Ouais, parce que c'est vraiment une folie de perdre la dvekout, l'attachement que l'on a à Akadosh Baruch Hu en faisant une avéra. C'est dingue, c'est la mort. Ouais, et pourtant, ben, ça nous arrive, ouais, qu'on ait ce vent de folie. Et ces folies dont on est en train de parler maintenant à Pessah, avec toutes les chumrot de Pessah, ben, c'est les folies qui vont rétablir la folie de l'année. C'est-à-dire, dans l'année, si vous n'avez pas fait de avéroth, il n'y a aucun problème. Vous n'avez pas besoin de toutes ces chumrot. Mais si vous avez des petits trucs à vous reprocher, ouais, ben, pour pouvoir contrebalancer quelque part, je ne sais pas si ça existe ce mot, mais vous m'avez compris, et la folie de toute l'année, mais en fait, soyez un peu fou de la Kadosh Baruch Hu. À Pessah, ça ne nous fera pas de mal, et on reviendra comme ça au stade embryonnaire, et on n'est pas tellement d'intellect, mais on est en tout cas, on était plus pur, et c'est très très bien de renaître à nouveau à Pessah, donc soyons un petit peu fous, et puis faisons toutes ces choses-là. Ok, j'ai parlé du réfrigérateur, et parlons maintenant des dents et puis des dentiers. Ok. Si vous connaissez bien votre dentier et que vous savez qu'il n'y a aucun problème, moi j'ai un dentier, super, et je le mets même dans l'eau bouillante et tout, ok, super, prenez de l'eau bouillante, c'est pas, je ne prends pas la responsabilité, c'est vous. Ouais, l'eau bouillante, tout ce que vous voulez, vous mettez le dentier à l'intérieur, ok. Mais maintenant, en général, il risque de s'abîmer. Alors le Rav Yerobar, par exemple, lui, il prenait de l'eau qu'il faisait bouillir, il la retirait du feu, il attendait que la température arrive à 70 degrés, il savait que, et là il n'avait pas de problème, il mettait donc son dentier à l'intérieur à 70 degrés, puis c'est comme ça qu'il faisait la caucherisation. Ouais. Peut-être que ça aussi, c'est trop, le dentier risque de s'abîmer. Dans ce cas-là, on pourra faire un héros de Clérichon. De toute façon, on fera comme ça le maximum de ce qu'on peut faire, mais pour être sûr, et c'est vrai aussi pour les dents, ouais, les dents ça n'absorbe pas, mais on a tous, enfin pas tous, en tout cas moi oui, et des caries, des trucs en métal à l'intérieur de la bouche, et ces choses-là ça absorbe.
Ouais. Alors, on prendra aussi la veille de Pessah et de l'eau à la température la plus chaude qu'on boit dans l'année, ouais, quand on prend du thé par exemple, et puis on fera un gargarisme comme ça, de façon à, évidemment après c'est de brosser les dents et avoir bien nettoyé tout avec un cure-dent, etc. Mais on va cachériser aussi comme ça la bouche. Mais dans la mesure où c'est pas réellement une cachérisation comme il faut, il est possible que des fois c'est absorbé avec une température un peu plus haute. De toute façon, pour être couvert, ce qu'on demandera, c'est de ne pas ni manger ni boire quoi que ce soit que Yat Soledetbo. Ça veut dire ça veut dire manger froid ni manger tiède. Parce que Yat Soledetbo, c'est vraiment une température à laquelle on ne peut pas consommer d'aliments normalement. Ouais. Donc on fera attention, mais malgré tout, dans l'année, on ne fait pas tellement attention. Puis des fois, on se brûle un petit peu les dents, la bouche, les lèvres, le palais, la langue. C'est pas très grave. Mais là, pour Pessah, on fera attention. On peut mettre la main comme ça sur les mains, évidemment, si deux sur vos mains. Et il n'y a pas de problème. De toute façon, aujourd'hui, il n'y a pas tellement de problème avec le virus. On se lave les mains toutes les 5 minutes. Donc, de toute façon, en général, on ne va pas trammer sur les mains. Et on fera attention à ne manger et ne boire que des choses pour lesquelles on est sûr qu'il n'y a pas Yat Soledetbo. La bague de la femme. Et là aussi, il faut faire attention. Alors, on dit que les femmes comme ça qui font la pâte de pain avec leur bague, alors il faudra qu'ils la cachérisent, qu'ils fassent la gala. Mais c'est pas uniquement ça, parce que quand bien même elle ne fait pas la pâte à pain avec sa bague, mais des fois elle a la bague et elle va sortir comme ça, quelque chose qui est chametz et du four, et tout le bourrikas qui est très chaud tout d'un coup, il va toucher, elle va un peu se brûler, mais en attendant, il y a du chametz qui est rentré à l'intérieur de la bague. Et pour peu qu'à nouveau, pendant Pessah, il y ait quelque chose de chaud qui retouche la bague, pour que ce qu'il y avait du bourrikas introduit dans la bague ressorte maintenant dans mon aliment ou dans mon ustensile de Pessah. Par conséquent, soit on fait la gala de la bague, soit, mais là aussi je ne prends pas de responsabilité, et si vous ne voulez pas parce que vous avez peur qu'elle s'abîme, dans ce cas-là, vous faites attention à ne pas avoir la bague en main lorsque vous allez manipuler des choses qui sont très chaudes. En ce qui concerne les tables, ok. Alors là, la table, vous la nettoyez comme il faut. Ouais. C'est bien, a priori, de faire ce qu'on appelle Yeroui Miklirishon aussi. Ouais. Mais là aussi, si on a peur, non, c'est une table extra et en bois et le bois il va s'abîmer. Ok, si vous ne voulez pas faire ça, de toute façon, que vous fassiez ça ou que vous ne le fassiez pas, il y a de toute façon une autre étape à faire. Et c'est de recouvrir la table. Mais ça fortiori vrai si vous n'avez pas fait ce Yeroui. Et là, c'est vraiment important. Parce que la table, elle peut avoir absorbé aussi toutes sortes de choses dans l'année, un bout de pastidia qui est tombé, et puis après, elle va ressortir ça pendant Pessah. Par conséquent, de toute façon, qu'on ait fait le Yeroui Miklirishon ou pas, la table, on la recouvrera, mais de façon complètement hermétique. Ça soit vous prenez, le mieux c'est de prendre, le mieux c'est toujours bien d'avoir, que ce soit pour près du four, ou bien pour la surface de travail si on n'a pas de PVC, et du papier d'aluminium épais, et plus c'est épais et mieux c'est. Si vous avez un truc comme ça pour recouvrir la table, vous la recouvrez de façon à ce que ce soit bien hermétique. Si vous n'avez que du papier d'aluminium plus fin, vous mettrez, je sais pas moi, deux surfaces, mais en tout cas, et vous prendrez du scotch, vous fermerez de façon à ce que ça ne puisse pas se découvrir pendant Pessah. Et dans ce cas-là, on n'a pas de problème. Ok, jusque là c'est pour les cachérisations des ustensiles. Je vois qu'il y a 50 minutes qui sont passées et on a fait que le premier sujet qui est cachérisation des ustensiles. Et ok, on continue, c'est pas grave. De toute façon, si vous êtes fatigué, le truc il existera toujours. Vous pourrez toujours visionner la suite. Regardez. On continue et là maintenant je vais vous parler d'Afka, des minyanim, du mikvé, de choses qui concernent la période qu'on est en train de traverser. Et là j'en profite de mettre pour vous dire, et il y a des gens comme ça qui veulent faire du zèle, ils veulent absolument prier avec minyan, ils veulent absolument aller au mikvé, etc. C'est vraiment pas le moment. Alors bon, si vous êtes en France, c'est sûr qu'en France c'est beaucoup plus catastrophique qu'ici. Si vous êtes en Israël, et alors faites attention qu'on n'en arrive pas à ce qu'il y a aussi dans les autres pays. De toute façon, ici, soyons intelligents. Et la mitzvah maintenant, c'est pas de faire du zèle et d'aller au mikvé. Je parle pas des femmes évidemment, ça c'est complètement différent. Je suis en train de parler maintenant des hommes. Et moi-même, comme tout le monde, et comme tous les chassidim, j'ai au mikvé, j'allais au mikvé tous les matins. Là maintenant, on ne va pas au mikvé, on ne prie pas avec minyan, on prie chez soi. Et la khumra ici, elle est dans le pikuach nefesh. La khumra ici, c'est pas toujours notre sens chassidique, il peut nous tromper souvent.
Ouais. Et on a tendance à se dire, non, non, je vais quand même tout faire, je vais jamais rater un minyan, etc. Ben non, ben là maintenant, notre sens racidique doit nous dire, non, je ne vais pas mettre en danger qui que ce soit, même si moi je suis bien portant. Ben, il suffit que tout d'un coup, ben, je contracte la maladie, puis que je la fasse passer après à quelqu'un qui va la faire passer à quelqu'un qui est âgé, puis Khalila qui à cause de nous aura un problème, lo alenu, c'est vraiment pas le moment. Par conséquent, la khumra ici, c'est de rester chez soi. Il y a une sikha de Parashat Shoftim, Tashim même tête, dans laquelle le rabbi dit qu'il y a des situations dans lesquelles ce qu'Akadosh Baruch Hu, il veut de nous, c'est qu'on ait envie de faire des mitzvot. C'est pas nécessairement qu'on fasse maintenant la mitzvah. On est à nous, on est en cas de force majeure. Ben, très bien. Ben, profite maintenant de ce moment-là pour te renforcer dans ton envie d'être proche d'Akadosh Baruch Hu. Ouais. Et puis après, ça sera profitable. Ok. De toute façon, comme ça, pour la tvila, pour la tvila du matin. Ouais. Et il y a deux types. Quelqu'un qui a besoin de faire la tvila Tezra, ouais. Quelqu'un qui a eu un accoulement, ben, tout simplement, à la place de Tfilat Ezra, il s'appelle Tisha Kabin. Ouais. C'est verser sur soi 12 litres et demi d'eau. Alors a priori, évidemment, il faut que ce soit sur tout le corps, donc on peut pas le faire avec la douche dans la main. Certains permettent, mais a priori, c'est pas la meilleure des choses. Donc, le mieux, ben, c'est d'accrocher la douche, ouais, d'attacher, et puis ici on reste comme ça 4-5 minutes sous la douche. C'est pas difficile de savoir, on peut faire une expérience. Ouais. Et on regarde en combien de temps on remplit un céphèle d'1 litre. Ouais, on voit ça dès maintenant. Et puis on multiplie par 12,5 parce que c'est 12 litres et demi et qu'il faut verser sur soi, les tisha cabines. Et puis on voit combien de temps on doit rester sous la douche. Normalement c'est 4 minutes, ça peut être un peu moins même. Ça dépend aussi de la pression, l'endroit où on habite, la pression de l'eau, donc 3 minutes, 4 minutes, 5 minutes. Ouais. Ça c'est les tisha cabines et ça peut remplacer le mikvé. Si la raison pour laquelle je vais au mikvé, c'est pas à cause de Tfilat Ezra, mais c'est parce que tous les matins, il y a ce qu'on appelle Tosefet Kedusha, Tosefet Tahara. Ben dans ce cas-là, le rabbi dit dans plusieurs endroits, quand étudiant quelques Mishnayot, 2-3 Mishnayot chaque matin de Maseret Mikvaot, là aussi on a cette Tosefet Tahara, même si c'est pas la même chose, mais en ce moment, c'est ce qu'il faut faire. Donc c'est ce qu'on fera Bezat Hashem, et on fera pas plus de zèle que ça, ou bien au contraire, on fera du zèle, mais nocé dans le sujet de Pikuach Nefesh. Troisième point, c'est tout ce qui concerne la cosmétique. Ok. Alors là, c'est important de savoir comme ça un certain nombre de points. Le premier point, c'est que un chametz sheino raoui le machal kelev, c'est-à-dire qu'un chametz qui n'est pas consommable par un chien, on a le droit d'en tirer profit. Ouais. Donc c'est important de savoir, si j'ai du chametz qui n'est pas consommable par un chien à la maison, je peux le posséder, je peux même en tirer profit. Qu'est-ce qui se passe maintenant? Est-ce que je peux aussi le manger? Alors là, je ne peux pas le manger. Le roche et le Taz aussi, qui cite le roche, ils nous disent la chose suivante. Ils nous disent à partir du moment, c'est rapporté aussi par le Mozaken, à partir du moment où maintenant je vais manger quelque chose qui n'est même pas apte à la consommation d'un chien, ben, moi, je l'ai rendu apte. En le mangeant, j'ai bien montré qu'elle était apte à la consommation plus que celle d'un chien, plus à la consommation d'un homme. Par conséquent, archivé, je suis marchive, je considère cette chose-là, je lui redonnais le statut de Hametz qui est interdit. Par conséquent, évidemment, lorsque l'on dit que du Hametz qui n'est pas apte à être mangé par un chien, on n'a pas le problème d'en profiter, évidemment, c'est d'en profiter, mais pas d'en consommer, évidemment. À partir de cette chose-là, on va arriver à toutes sortes de conclusions. Je vais aller de la chose la plus simple à la chose la plus complexe. Et ouais, les gens demandent, est-ce que du produit pour le sol, ouais, économiquement, on appelle ça en Israël, et tous les saints, je ne sais quoi, Maurice et compagnie, et qui est en France, est-ce que cette chose-là, il y a besoin que ce soit caché les Pessah. Il n'y a aucun besoin que ça cache les Pessah, de toute façon, ça ne va pas arriver à notre bouche. Alors, c'est vrai, des trucs peuvent tomber par terre, ok, ça ne tombe pas à chaud. Ouais. Donc, ça, pas besoin d'aller chercher quelque chose de caché les Pessah pour laver le sol. Des choses avec lesquelles on va soindre maintenant, ouais, des crèmes, etc. Alors, ça, comme ça. Normalement, ouais, ce qui est interdit, c'est de manger du chametz ou de boire du chametz. Alors, c'est vrai que par rapport à Yom Kippour et par rapport au ilchot de Trouma, il y a un klal, il y a une règle sur laquelle sicha keshtia, soindre et boire c'est la même chose. Ouais, ici notre peau comme ça absorbe comme si notre corps buvait. Mais cette chose-là, elle n'est pas vraie pour Pesach. Alors, il y a certains poskim qui disent ah on va faire la khumra. Ok, on peut faire la khumra, c'est une bonne chose si on a la possibilité, si on trouve un shampoing, un savon, un truc cachant les Pesach. Ouais, a fortiori, parce que c'est encore moins qu'une onction. Donc si on peut
c'est une bonne chose. Mais il ne faut pas se casser la tête non plus parce que c'est pas minadine. Donc si vous ne trouvez pas, il n'y a aucun problème d'utiliser un shampoing, un savon, une crème qui ne soit pas Kasher le Pessah si vous ne trouvez pas facilement quelque chose d'équivalent. Et maintenant, je vous dis, on va comme ça du plus simple au plus complexe. Qu'est-ce qui se passe maintenant avec le produit de vaisselle et avec le dentifrice? Alors là, on entend, c'est le produit de vaisselle, le dentifrice, ça arrive dans la bouche. Alors c'est vrai que si on peut trouver du produit de vaisselle et de dentifrice, Kasher le Pessah, a fortiori, c'est encore plus que le savon et le shampoing, évidemment, a fortiori, on prendra Kasher le Pessah. Mais même ça, c'est pas une réelle obligation. Parce que on peut se dire, Dominique, le produit de vaisselle, il suffit qu'il en reste un petit peu. Après, quand je vais manger dans l'assiette, il y a un peu de ce produit de vaisselle qui va peut-être rentrer dans ma bouche, c'est un problème. Et le dentifrice, a fortiori, je vais avaler un petit peu. C'est vrai que je risque d'avaler, mais ça ne s'appelle pas archevé. N'oublions pas que ce produit de vaisselle et que ce dentifrice, ils ne sont pas rouhim, les machal kelev, ils ne sont pas mangeables par un chien. Alors c'est vrai qu'on a dit que ce qui n'est pas mangé par un chien, on n'a pas le droit de le manger. On n'a pas le droit de le manger parce que quand on le mange, on le considère comme un aliment, donc on lui redonne le statut d'aliment. Mais ce n'est pas le cas ici, quand je vais avaler du dentifrice, et je ne suis pas en train de le considérer comme un aliment, c'est par inadvertance que je l'ai avalé. Ouais. Il y a des responsables de Rav Ben Zion Abba-Shaul, qui disent d'après ça qu'il n'y a aucun problème d'utiliser le dentifrice. Il y a d'autres poskim aussi, puis ça tombe sous le sens. Donc c'est vrai aussi pour le chassid de Chabad. Si on peut trouver du Colgate avec un truc Kasher le Pessah ou n'importe quelle autre, je ne fais pas de publicité, n'importe quelle autre marque, aucun problème, c'est super, c'est ce qu'on recherche nous aussi. Mais s'il y a un problème à trouver, donc comme ça, et faire la bêtise maintenant, d'aller au super, alors qu'il y a le problème du virus, pour aller chercher, la veille de Pessah, il manque le shampoing et le dentifrice. Alors regardez, je prends ça sur ma responsabilité, n'allez pas au super, ne prenez pas de risques. Ouais, et je prends la responsabilité de ce dentifrice. Prenez un dentifrice normal, pas Kasher le Pessah, il n'y a aucun problème. Ne mettez pas votre vie en danger pour du dentifrice qui ne vous rendra aucun problème. Et parce que comme on a dit, au niveau de la halakha, on est complètement couvert avec cette histoire. Quatrième sujet, les médicaments. Tous les médicaments, d'abord, on va commencer par ça, tous les malades chroniques, etc., qui ont des médicaments, continuez à prendre vos médicaments. Et à moins que vous sachiez qu'il y a quelque chose de tout à fait équivalent qui est Kasher le Pessah et le vôtre n'est pas Kasher le Pessah, ok dans ce cas-là. Mais sinon, vous ne cassez pas la tête, on ne prend pas de danger, et les médicaments dont vous avez besoin, vous les prenez. De toute façon, ce n'est pas quelque chose qui est consommable en temps normal. Tout ce qui est piqûres, vaccins, et des gouttes pour yeux, pour oreilles, pour nez, etc., il n'y a aussi aucun problème pour la raison qu'on a dit. N'oubliez pas la règle dont on a parlé. Du hametz qui n'est pas consommable par un chien, il n'y a aucun problème de l'utiliser pendant Pessah, sauf de le manger quand j'ai l'intention de manger. Là, ce n'est pas le cas. Donc même si mes gouttes elles sont faites d'alcool et que ce soit quelque chose qui ne soit pas consommable par un chien, ok, il n'y a aucun problème. Même si c'est hametz, gamour, il n'y a aucun problème, je peux mettre ces gouttes dans le nez, dans les yeux, dans les oreilles, tant que je ne mange pas. Et même si je dois manger comme médicament pour une maladie chronique, il n'y aura pas de problème non plus. L'alcool, alors de l'alcool aussi, c'est pas... c'est de l'alcool, les chitouilles, l'alcool à 70 ou plus de degrés, et c'est aussi quelque chose a priori qui n'est pas consommable par un chien, mais ça on ne sait jamais, il y a des gens qui boivent aussi de l'alcool, donc, et c'est pas une blague quand je dis ça, a priori si vous avez besoin d'alcool, gardez-le, sinon mettez-le avec le hametz. Maintenant là, j'ouvre une parenthèse, on va parler de la vente du hametz juste après, mais sachez que dans le contrat qu'on a fait, qui est fait avec le goy, pour le hametz, il y a la possibilité qui vous est donnée d'ouvrir l'endroit dans lequel il y avait le hametz de façon exceptionnelle, évidemment, je ne vais pas l'ouvrir toutes les 5 minutes, pour aller chercher une chaise ou quelque chose que vous avez oublié. C'est vrai aussi pour les médicaments, c'est-à-dire quelqu'un qui a des médicaments hametz, dont il aura peut-être besoin, qu'il les mette là-bas, à l'entrée, dès qu'on ouvre la porte comme ça, d'une des armoires qu'on a vendues au goy, et si vous avez besoin, c'est vrai aussi pour cet alcool, vous avez besoin d'alcool pendant Pessah, dans ce cas-là, vous ouvrez le truc, vous prenez l'alcool, et il n'y a pas de problème, c'est prévu dans le contrat. Et quoi encore? Et des sirops, alors là, c'est vrai que les sirops, c'est un peu plus problématique, parce que c'est quelque chose qui a du goût, etc. Et donc, a priori, il faudra rechercher des sirops qui sont Kasher le Pessah, mais de toute façon, on ne va pas commencer
à prendre des dangers. Si on a un sirop qui n'est pas que sur les Pessah à la maison, puis il se trouve qu'on a un enfant comme ça, et qui a de la fièvre, hein, avant que ça se développe en une bronchite et quelque chose de dangereux, évidemment, on lui donnera ce sirop et on ne va pas, si on sait que c'est le sirop qui convient, évidemment, et on ne va pas hésiter à faire des khumrot qui risqueraient khalila, d'être catastrophiques. Des médicaments dans lesquels il y a des kitniyot, il n'y a aucun problème, il n'y a pas de khumra à faire là-dessus. 5e sujet, la vente du chametz. Et il y a une grande marloquette comme ça dans les poskim, c'est rapporté par le Mishnah Brura, à savoir est-ce que l'endroit que l'on vend, et on doit faire l'abdika ou pas. J'en ai parlé dans le cours sur l'abdika chametz, et par conséquent, et le Tzemar Tzedek est d'avis que non. C'est-à-dire que malgré le fait que le soir de l'abdikat chametz, de la recherche du chametz, je n'ai pas encore vendu le chametz, parce que le chametz, il est vendu la veille de Pessah, non plus le lendemain matin. Donc j'aurais tendance à dire, bah, cet endroit-là, il m'appartient pour le moment, je dois faire l'abdikat chametz, ça va. Après, Tzemar Tzedek, il n'y a aucun besoin, donc il n'y a aucun problème, je peux vendre une chambre, chez moi je peux vendre un appartement entier, et des armoires, évidemment qui sont bien fermées, etc. Puis je mettrai bien du scotch et qu'on sache que c'est les choses qui sont vendues. Tout ça n'a pas besoin de vérifier. Évidemment, comme on a dit, on mettra un petit écriteau, un truc pour ne pas faire d'erreur. Et quoi encore? Ouais, il n'y a pas la possibilité de vendre une étagère à l'intérieur du congélateur ou à l'intérieur du réfrigérateur. Ouais, ça c'est quelque chose qu'on ne peut pas faire. Alors il y a beaucoup de gens qui me disent, ah j'ai plein de borékas et tout. Ah, t'as plein de borékas, ben mange-les, tu feras une mitzvah maintenant de bio chametz. Ouais. D'après certains rishonim, quand on mange du chametz juste avant Pessah, on fait la mitzvah de bio chametz. Non seulement ça va manger des borékas, en plus vous faites des mitzvahs, donc c'est génial. Mais s'il le faut, ben vous les jetterez, ces borékas, on ne les garde pas comme ça sur une clayette. Si vous vendez tout le réfrigérateur, c'est autre chose, mais utiliser le réfrigérateur et vendre une étagère ou le congélateur, en aucun cas. Par contre, des choses qu'on ne consomme pas pendant Pessah, mais qui ne sont pas réellement chametz. Hein, vous avez un pot de confiture qui est ouvert, vous n'allez pas l'utiliser pendant Pessah. De toute façon, on ne mange pas de confiture à Pessah en général, et chez les Chabad. Et vous avez, je sais pas moi, toutes sortes de choses comme ça qui ne sont pas chametz, mais qui sont ouvertes. Il n'y a aucun problème de les garder dans un endroit comme ça, pas besoin de les vendre non plus. Donc des choses comme ça, vous pourrez aussi les utiliser, les garder pardon, à l'intérieur du réfrigérateur. Si j'ai par exemple un poulet d'avant Pessah, mais ce poulet, il n'y a pas marqué que c'est caché à Pessah, ouais, bah gardez-le dans le congélateur. Mais pour ne pas venir à l'utiliser pendant Pessah, vous le mettez dans un sachet, je sais pas, d'une autre couleur ou quoi, avec un papier, et pour pas vous tromper, c'est tout. Ouais. Mais là, donc là, ça n'a rien à voir avec ce que j'ai dit avant. On ne vend pas d'étagère à l'intérieur du congélateur ou du réfrigérateur. Mais si j'ai quelque chose que je n'utilise pas à Pessah, mais qui n'est pas chametz, qui n'a pas besoin d'être vendu, il n'y a pas de problème de le garder. Évidemment, en faisant attention qu'il y ait un signe et qu'on ne puisse pas se tromper. On peut vendre du chametz de quelqu'un qui ne vend pas son chametz. Il y a beaucoup de personnes qui ne mangent pas de chametz à Pessah. Mais malgré tout, ils ne vont pas le vendre non plus. Donc ils ont quelque part enfermé chez eux du chametz, ils l'ont mis dans une armoire, mais ils ne vont pas vendre parce que bon, ils ne sont pas conscients de la gravité de la chose. Et ben on a le droit, ça s'appelle din zachin adam, on a la possibilité de faire même des transactions pour pouvoir faire en sorte que quelqu'un fasse une mitzvah, ne fasse pas d'avera. Par conséquent, si vous avez un cousin, un ami, un proche, un frère, une soeur, un voisin, dont vous savez qu'il ne vend pas son chametz, vous pouvez le vendre pour lui. Il n'y a aucun problème, vous avez fait une mitzvah et comme ça, au moins il ne sera pas, et il ne transgressera pas deux mitzvot de Beliré ou Belimatsé, hein, d'après le Rambam. Lorsque l'on possède du chametz à Pessah, on transgresse deux mitzvot, Beliré, Belimatsé. Donc faire attention. Lorsque l'on a du chametz, et il y a beaucoup de personnes comme ça qui ont du chametz en Israël, ils en apportent en Israël, puis ils en apportent en France. Alors qu'est-ce qu'ils font? Il y a une marloquette à savoir ce qu'on voit d'après l'endroit où il y a le chametz ou d'après l'endroit où il y a la personne. D'après la plupart des décisionnaires, on voit d'après l'endroit où il y a la personne. Parce que si vous êtes en France et vous avez du chametz en Israël, vendez-le chez un rave qui est en France et qui va d'après les horaires de France. Il y a des rabbinim qui font de toute façon tout, d'après tous les horaires. Ok. Mais a priori, c'est ce qu'il faut que vous fassiez. Et inversement, si vous êtes en Israël et que vous avez du chametz en France ou en Australie ou je ne sais où, vous faites la vente en Israël parce que ce qui va fixer les horaires de Pessah, comme j'ai dit, pour la plupart des décisionnaires, c'est la personne, l'endroit où elle se trouve, et non pas l'endroit où se trouve le chametz. Okay. Jusque-là pour la vente du chametz. Maintenant, les achats de Pessah. Et puis, dans le même Siman Tav Samertet, on parle aussi de
des fatigues de Pessah. Alors je vous explique. On ne peut pas, nous dit le Shulchan Aruch, acheter de la viande et dire cette viande c'est pour Pessah. Ouais, ça, faut faire attention parce qu'on a beau le savoir, on a tendance à dire ah, la viande de Pessah t'as acheté. Parce que quand je dis cette viande c'est pour Pessah, ça peut avoir et donner l'impression qu'on ait dit c'est pour le Korban Pessah. Et après quand on va le manger, c'est comme si ça donnera l'impression qu'on est en train de manger le Korban Pessah à l'extérieur du Beth Amikdash, à l'extérieur des endroits où on aurait dû le manger. Par conséquent, on ne dira pas que la viande est pour Pessah. Mais nous dit le Admor Zaken, le minhag, c'est de faire ça pour tout, sauf pour les matzot. Les matzot, on peut dire que c'est pour Pessah, les chitim, et le blé, mais pas d'autre chose. Donc je ne dirais pas non plus, on achète les légumes pour Pessah, les fruits pour Pessah, etc. On dira pour le chag, pour la fête. Il faut s'habituer, c'est ça qu'on n'a pas l'habitude. Une autre halakha nous dit, dans ce même siman, le Admor Zaken, on ne dira pas, combien de Torah ça veut dire combien d'efforts il nous demande ce Pessah. Et Zélo il a fait ça, c'est pas très beau de dire ça, et c'est interdit. Alors c'est vrai que le Mourazaken dit bon ça c'est pour des choses qui sont des obligations, et pour toutes sortes de chumrot qu'on a ajoutées, on a le droit de dire ça. Malgré tout, a priori, on fera attention, parce que de quel chumrot, il parle de chumrot qui est tirot, des chumrot en plus, le Mourazaken. Donc on fera attention, de toute façon, on ne se plaindra pas. Baruch Hashem qu'on a Pessah, que je nous a donné les Chagim, donc on dira en aucun cas quoi que ce soit de négatif sur les mitzvot, et sûrement pas celle de Pessah, ni les autres. Okay. Septième point, je voulais vous parler de matzot. Okay. Et là, il y a énormément de choses qui ne sont pas tellement connues, et c'est l'afka intéressant. Il s'appelle la matzah shira, il y a le kemach matzah, il y a la matzah shrouya, il y a la matzah shmura, etc. J'aimerais qu'on fasse un peu d'ordre dans les idées, qu'est-ce qui est interdit, qu'est-ce qui n'est pas interdit. En gros, je peux vous dire, tout est interdit pour le Chabad, mais qu'on comprenne un peu plus les choses. Alors la matzah shira, c'est la matzah qui est riche. La matzah riche, c'est la matzah qui est faite de... Alors, il y a deux choses différentes. Faire attention aussi quand on regarde sur les paquets comme ça. Et disons que c'est important pour la veille de Pessah. Pas tellement pour Pessah, parce que comme je dis, pour Pessah, de toute façon, on mange ni ça, on mange rien de toutes ces choses-là. Et il y a ce qu'on appelle Kemach Matzah, et il y a ce qu'on appelle Kemach le Matzah. C'est deux choses complètement différentes. Kemach Matzah, c'est quoi? J'ai pris des matzot. Ces matzot, ben après, j'en ai fait de la farine, je les ai complètement pilées. Et avec cette farine, je vais faire toutes sortes de choses. D'après le din, maintenant, je ne parle pas de la khumra de Matzah Shrouya, dont on va parler juste après, mais d'après la halakha de base, sans cette khumra de Matzah Shrouya, ben, à partir du moment où c'était de la matzah, c'est tout, ça va plus lever. Par conséquent, tout gâteau que je ferai avec ce kemach matzah, il n'y a aucun problème de chametz. Ça, c'est le kemach matzah. Mais il y a kemach le matzah. Kemach le matzah, ça n'a rien à voir. Kemach le matzah, c'est de la farine dont on a fait attention, pour laquelle on a fait attention qu'elle ne soit pas en contact avec de l'eau, et avec laquelle on va faire de la matzah ashira. Alors, la matzah ashira, c'est quoi? C'est des gâteaux, des biscuits qui ont été faits de cette farine-là, donc c'est une farine qui n'est pas chametz, à laquelle on a mélangé soit du vin, des œufs, du jus de fruits, des oranges pressées, etc. Et maintenant, c'est une grande marloquette dans les poskim, à savoir est-ce qu'on a le droit de faire ça. Alors d'après le Shulchan Aruch, il n'y a aucun problème. D'après les Sfaradim, attention, on va revenir là-dessus, ne me prenez pas au mot parce qu'on va voir qu'il y a des grands problèmes. Mais a priori, d'après le Shulchan Aruch, on a le droit de faire ça parce que de l'eau avec de la farine lèvera, mais pas du jus, ni des œufs, ni du vin. Donc, il n'y a pas de problème d'après le Shulchan Aruch. C'est vrai, et d'après le Rama, il y a oui un problème, Midarabanan c'est interdit, donc d'après le Rama, les Ashkenazim, on ne peut pas manger cette matzah ashira. Mais en réalité, on va voir qu'il y a un grand problème même pour les Sfaradim. Pourquoi? Parce que ce que nous disent les poskim, les rishonim, que va suivre le Shulchan Aruch, et qui nous disent que non mais il n'y a pas de problème, ça va pas lever, même pas Midarabanan, c'est uniquement si on a utilisé uniquement du jus de fruits ou des œufs, du vin, mais qu'il n'y a pas du tout d'eau qui a été rajoutée. Mais si je prends du jus de fruits et de l'eau et de la farine, et bien là c'est bien le contraire, ça va lever beaucoup plus vite même que ne lève de la farine avec de l'eau. Et ça paraît paradoxal, mais c'est ce que nous rapporte la halakha. Et dans la mesure où, quand on fait ça dans une industrie, c'est impossible qu'il n'y ait pas eu une goutte d'eau qui soit mélangée. Il y a toujours eu un petit peu d'eau.
Le Rav Mordechai Eliyahu, Bismano, pourtant c'est un Rav Sfaradi, mais lui il criait absolument sur tous ces gâteaux, papouchado, etc., qui sont faits avec, donc c'est de la matzah shira, en disant que c'était du Hametz. Il rapporte beaucoup plus, c'est pas le sujet parce que de toute façon chez Chabad on mange pas ça, mais qu'on sache, faut savoir aussi quoi dire à des personnes qui nous interrogent. Donc même pour les Sfaradim, c'est pas, et d'abord c'est pas juste que tous les Sfaradim, c'est pas exact, c'est pas juste, c'est pas exact que tous les Sfaradim nécessairement aillent tous d'après le Rav Yosef. Par conséquent, il faut savoir qu'il y a d'autres poskim, et il y a beaucoup de poskim Sfaradim qui interdisent complètement la matzah ashira. C'est important à savoir. Et donc, même si vous pouvez vous dire, non, ok, nous on est Chabad, mais mes parents qui sont Sfaradim, eux, ils mangent papouchado. Faites attention. Ouais, et c'est pas parce qu'ils sont Sfaradim qu'ils peuvent manger les papouchado. Donc, la matzah ashira, je vous conseille, si vous avez des proches, des amis qui sont Sfaradim et à qui vous dites la halacha, qui s'éloignent complètement de cette chose-là, parce que pour peu qu'il y ait un tout petit peu d'eau même, le Rav Mordechai Eliyahu a écrit énormément là-dessus. Hein, depuis des dizaines d'années, et chaque année il rajoutait des points. Comme je vous dis, c'est pas le sujet maintenant pour faire un cours, rien que là-dessus, mais c'est vraiment un problème, et par conséquent on n'utilisera pas en aucun cas, et on mangera ces choses-là. Par contre, cette matzah ashira n'est pas comprise dans la matzah qu'on n'a pas le droit de manger avant Pessah. Alors évidemment, chacun maintenant avec ses hercherim, parce que ce ne sera pas Badas de Haridit, mais s'il y a un hercher que vous mangez dans l'année, hein, un hercher sfaradi que vous avez l'habitude, que vous considérez, ou vos rabbinim, comme un bon hercher, ben jusqu'à la 4e heure de la veille de Pessah, vous pourrez manger cette matzah ashira. Ce n'est pas considéré comme la matzah qu'on n'a pas le droit de manger avant Pessah. Ouais, c'est important à savoir. Je vais parler maintenant de la matzah shrouya. Et la matzah shrouya sera en rapport aussi avec ce kemach matzah dont on a parlé. C'est quoi la matzah shrouya? Alors il faut savoir que cette chumra de matzah shrouya qu'on connaît, et chez les chassidim, de ne pas prendre de matzah et de la tremper comme ça, alors chez les Chabad, tout le monde connaît ça, on mange dans des sacs en plastique, etc. Ouais, de peur qu'il y ait un rapport entre la matzah et l'eau, et qu'elle tombe dans l'assiette et dans laquelle il y a des gouttes, etc. Ouais, toutes ces choses-là, on les connaît bien. C'est important de savoir que c'est né pratiquement avec le Hanmour Azaken, cette chumra de matzah shrouya. Ça n'existait pas avant. Alors comment elle est née? C'est pas qu'on n'en ait pas parlé dans le Bet Yosef, ouais, et il en parle déjà. Mais a priori, il en parle et comme étant quelque chose qui n'a aucun problème. C'est-à-dire quand bien même, c'est quoi la matzah shrouya? La matzah shrouya, on a peur qu'il reste un petit peu de farine sur la matzah, et par conséquent, si elle est en contact avec l'eau, ma matzah, et cette farine, elle lève. Ouais. En réalité, les poskim disent non, une fois que le truc est rentré au four, la matzah, il n'y a pas de problème. Ouais. En dehors d'une chita bien spéciale, il n'y a pas de problème. Mais pourquoi maintenant le Hanmour Azaken, il a remis ça sur table? Pour la raison suivante. Et c'est une raison historique et intéressante. C'est marqué dans la Gemara de Psachim qu'on a la possibilité, on sait qu'on a l'impression, on pense qu'il faut absolument faire en sorte que lorsque l'on prépare les matzot, on les prépare en moins de 18 minutes. Mais ça, c'est une erreur. On n'a pas besoin de les préparer en moins de 18 minutes. D'après la Gemara dans Maseret Psachim, il y a marqué que on peut pétrir la pâte de la matzah du matin au soir. Hein, le type il veut pendant 6 heures de suite, 10 heures de suite, pétrir la pâte, il n'y a aucun problème, ça ne donnera pas Hametz. Alors quel est le problème? Le problème il est comme ça. Le problème il est que la pâte qui n'est pas pétrie, elle pendant 18 minutes, si pendant 18 minutes une pâte n'est pas pétrie, hein, ça gonflera, c'est n'aura Hametz de recta. Ok. Donc qu'est-ce qui se passe? Pourquoi tout d'un coup, à l'époque du Hanmour Azaken, ils ont commencé à faire une chumra, la chumra de faire la cuisson des matzot en moins de 18 minutes. Ouais, c'est pas le Hanmour Azaken qui a fait cette chumra, c'est une chumra comme ça qui a été instituée et acceptée par pratiquement tout le monde. Et pourquoi ils ont fait ça? Alors il y a une logique à ça. Parce que quand je vais préparer maintenant ma matzah, la pâte de la matzah, il est possible que, disons que je vais pétrir pendant 3 quarts d'heure, ouais, pour faire des super matzot et tout. Ok, super. Mais peut-être qu'au bout d'un quart d'heure, il y a un petit bout comme ça qui s'est détaché, et moi je continue à pétrir, et après 20 minutes, tout d'un coup, hein, je pétris comme ça un peu plus loin, et ce petit bout qui s'est détaché, qui était pendant 20 minutes non pétri, il revient dans ma pâte. Non, puisqu'il est resté plus de 18 minutes non pétri, ben il est devenu Hametz, et maintenant il y a du Hametz qui s'est intégré dans ma pâte. Et donc, de peur d'en arriver à ce que quand je pétris ma pâte pendant plus de 18 minutes, il y ait des bouts de pâte qui ne soient pas pétris pendant 18 minutes et qui reviennent à ma pâte, on a dit on fait tout en moins de 18 minutes, comme ça il n'y a aucun problème. Ouais. Entre le moment où on va mettre l'eau et la farine et le moment où ça entre au four, moins de 18 minutes, ok.
Mais le Admor Azaken nous dit dans ses responsables, à la fin de son Shulchan Aruch, il dit, mais du fait qu'on ait pris cette Khumra, maintenant on fait les choses vite, et donc il reste un peu de farine, c'est pas bien pétri, et par conséquent, quand on va la mettre au four, d'après un avis, ouais, et ça peut être problématique. Donc c'est là comme ça qu'est née la Matzah Shrouya. Alors, quoi que le Admor Azaken nous fasse bien comprendre que c'est pas réellement un problème au niveau de la halakha, au niveau des poskim, que l'on suit en général, mais le Admor Azaken a institué malgré tout, comme pour Pessah, on prend toutes les chumrot, alors on va prendre aussi cette chumra. Et cette chumra, chez Chabad, elle est très poussée, comme on le sait. On fait attention comme ça à ce qu'il n'y ait pas de miettes qui tombent dans l'assiette. Par conséquent, soit on mange dans des sachets en plastique, mais ça c'est pas quelque chose qui fonctionne très bien toujours, parce qu'il y a toujours des miettes. Alors le mieux, quand vous mangez de la matzah, c'est vous allez un peu de la table, vous mangez votre matzah, puis après vous revenez près de la table. Mais il faut faire attention. Hein, et c'est vrai que c'est pas facile cette chose-là. Alors évidemment, quand je parlais tout à l'heure de Kemach Matzah, en aucun cas chez les Chabad on pourra utiliser du Kemach Matzah, c'est-à-dire de la farine qui aura été faite à partir de Matzah qui sera compilée, qui sera pilée, qui sera pilée. Évidemment, on ne pourra pas la mélanger avec de l'eau ni quoi que ce soit, parce que ce sera Matzah Shrouya. Donc il n'y a pas ça non plus chez Chabad. Donc on n'a ni Matzah Shira, ni Matzah Shrouya. Ouais. Ok. Maintenant, la matzah shmura. La matzah shmura, c'est une matzah pour laquelle on a fait attention, qu'il n'y ait aucun contact avec l'eau. Alors, il y a plusieurs avis. À partir de quand? Et c'est une mitzvah d'Eoraita. On va d'après l'avis selon lequel, depuis la ktira, depuis qu'on ait fauché le blé, on fait attention qu'il n'ait pas été en contact avec de l'eau. Et c'est avec ça que sont faits les matzot shmurot. Il faut, d'après la Torah, consommer au moins un kazaït de matzah shmura le soir du Seder. Et Midera Banan, il y a 4 ou 5 kazétim, on peut dire comme ça 3, 4 ou 5 kazétim, mais je vais revenir là-dessus. Ouais. Et on va revenir quand on va parler du Seder, mais 3, 4 ou 5 kazétim qu'il faudra consommer le soir du Seder de Matzah Shmura Vodatiad. Ouais. Et les matzot rondes faites à la main, ça c'est l'avis du Rabbi, que on prend ça et pas des matzot qui sont faites à la machine. Et là, je vais ouvrir aussi une parenthèse. Des fois, on se dit, non, mais pour les enfants, on a besoin d'autre chose parce qu'ils ne mangent pas cette matzah, ok. Il faut savoir que le Rabbi nous dit qu'il est préférable, s'il le faut pour des enfants, d'utiliser des kitniyot à Pessah que d'utiliser de la matzah, qui n'est pas de la matzah et shmura faite à la main, ou de la matzah shrouya. C'est-à-dire que ces deux choses-là, c'est deux choses pour lesquelles on est vraiment, et kitsonim, on est vraiment extrême. Et en aucun cas on utilisera une matzah qui n'est pas la matzah ronde faite à la main, et en aucun cas non plus on mélangera cette matzah avec de l'eau. Et si on a besoin de prendre, je sais pas, du maternat comme ça pour les enfants, on peut pas du maternat, enfin un truc d'enfant, et on a la possibilité soit de prendre quelque chose qui fait de matzah shrouya, soit de prendre quelque chose qui est fait de kitniyot, on préférera les kitniyot, ça c'est le Rabbi qui le dit, donc il faut faire attention, quoique on fasse attention aux kitniyot, et malgré tout. Et c'est comme ça que le choix doit être fait. Ok. 8e point, les choses que l'on n'a pas le droit de consommer la veille de Pessah. Alors le premier point, évidemment, la matzah. La matzah, la veille de Pessah, évidemment, on ne peut pas la consommer. Ça, c'est une interdiction très grave qu'apportée dans la Yerushalmi. C'est considéré comme être avec sa fiancée avant le mariage, de consommer le mariage quelque part. Avant le mariage, c'est ce que nous dit, et ce que nous disent les Chachamim. C'est rapporté aussi dans le Shulchan Aruch. Il faut faire attention à ce point-là, c'est quelque chose qui est considéré comme grave. Donc, quelqu'un qui ferait le Seder un peu plus tôt, avant la nuit, c'est un problème, parce que c'est comme si mangeait de la matzah la veille de Pessah. Ouais, parce que tout le Inyan, c'est d'attendre, d'avoir cette attente comme ça, le soir de Pessah, la nuit de Pessah, manger la matzah. Mais seulement le minag, il y a un minag comme ça chez certains Sfaradim, en Afrique du Nord, à partir de Rosh Chodesh Nissan. Le minag Chabad, c'est les 30 jours qui précèdent, depuis Purim déjà, les 30 jours qui précèdent Pessah de ne pas manger de matzah. Donc on ne mangera pas de matzah, on ne mangera pas non plus de gâteaux qui sont faits à partir de farine de matzah. Donc faire attention. Ouais, je vous parlais tout à l'heure de ce qu'on peut manger la veille de Pessah jusqu'à la 4e heure. Alors, je dis que la matzah shira, oui. La matzah riche, oui. Attention, la matzah riche, c'est pas fait avec de la farine de matzah, on a expliqué. C'est les papouches à dos et ces trucs-là. Ouais. Mais quelque chose qui est fait avec de la farine de matzah, même les 30 jours qui précèdent Pessah, on ne pourra pas le consommer. Si maintenant ça a été cuit après, c'est autre chose. Mais ok, c'est moins important maintenant. Qu'est-ce qu'on peut, oui, consommer alors? Alors, de la matzah shira, on a dit.
et puis des kitniot, tout ça jusqu'à la fin de la 4e heure. Ouais. C'est-à-dire qu'à partir de la fin de la 4e heure, quoi que ça soit une marloquette dans les poskim, est-ce que la veille de Pessah, l'après-midi, on peut manger des kitniot ou pas? Finalement, le minhag est d'interdire tout ce que ne mange pas à Pessah à partir du moment où on ne peut plus manger de chametz. À la fin de la 4e heure de la veille de Pessah, on peut manger de chametz. Hein. Donc on ne pourra pas manger non plus tout ce qu'on ne mange pas. Et ceux qui ne mangent pas de produits manufacturés ne mangeront pas non plus après la 4e heure. Les kitniot non plus. Et toutes ces autres choses dont j'ai parlé. Ok. Il y a un minhag aussi qui est rapporté dans le Sfer Minagim et puis dans la Gada du Rebbe, la Piska de Shulchan Aruch, dans laquelle il est écrit qu'on ne mangera pas. Alors là aussi, souvent les gens se trompent. Ce qui est écrit, c'est qu'on ne mangera pas ni des composants du charoset, ni du maror. Les composants du charoset, le vinakrabat, c'est des noix, des pommes et des poires, slicha. Et le maror, donc le maror, on sait ce que c'est. Maintenant, les gens pensent souvent que tout ce qu'il y a sur le plateau du Seder, on ne peut pas le consommer. C'est pas vrai. On peut manger des œufs durs, des œufs durs ou autres, ouais, la veille de Pessah. Et on peut manger tout ce qu'il y a, ouais, on met de l'oignon comme carpas, on pourra en manger aussi la veille de Pessah. C'est uniquement le maror et puis les 3 choses dont j'ai parlé, et pommes, poires et noix que l'on ne consommera pas la veille de Pessah. Ok. 9e point, et autre point en rapport avec la veille de Pessah. Alors la veille de Pessah, il y a énormément de choses auxquelles il faut faire attention, et je vais essayer comme ça de dire le maximum de ce qui m'est revenu comme ça à l'esprit. D'abord, le matin, on ne dira pas Mizmor les Toda. Hein, parce que les Lachmé Toda qui vont avec le Korban Toda, ils sont Chametz, et on n'apportera pas un Korban qu'on ne peut pas consommer jusqu'à la fin du moment où normalement on peut consommer les Korbanot. Par conséquent, on n'apporte pas de Korban Toda. La veille de Pessah, on ne dira pas non plus le Mizmor les Toda la veille de Pessah. Ok. Tanit Bechorot que l'on fait la veille de Pessah. Là aussi, alors là je parlais de Tanit Bechorot, du jeûne des premiers-nés, mais appliqué à cette année, je vais aller de la meilleure des solutions à la moins bonne. La moins bonne, de toute façon, ça sera de ne pas jeûner. C'est-à-dire que de toute façon, cette année, je déconseille complètement que l'on jeûne. Alors on va essayer de faire des choses comme il faut, mais même si vous n'arrivez pas à faire des choses comme il faut, ne jeûnez pas, c'est pas bien pour le système immunitaire. C'est pas le moment maintenant de se mettre à manger. Mais de toute façon, il y a des possibilités de faire des choses en règle, comme je vais vous dire maintenant. Si vous avez la possibilité d'étudier jusqu'à, ou bien d'être avec quelqu'un qui fera un sioum d'un traité du Talmud, c'est extraordinaire. Si vous savez étudier, Maseret Tamid, c'est uniquement 8 pages, vous avez la possibilité maintenant, jusqu'à Pessah, de faire un sioum de Maseret Tamid, c'est pas un problème. Deuxième possibilité, un Seder de Mishnah. Seder Zreim, Seder Moed, Seder Nezikin. Vous faites le sioum d'un Seder de Mishnah, c'est aussi quelque chose qu'on peut faire comme sioum. Ou bien d'un livre du Rambam, Sefer Mada, Sefer Ahava. Si vous n'avez pas la possibilité de faire ça, ce qui vient après, c'est ok, une Masechet de Mishnah qu'on a étudiée, mais avec des commentateurs. Là aussi, il y en a qui permettent, et puis cette année, on peut mettre ça. Et si même ça, vous ne pouvez pas faire, ouais, donc vous pouvez écouter un sioum à la radio. Ouais, les rabbanim permettent, il y a toutes sortes de raisons de permettre, surtout cette année, comme je vous dis, parce que même sans ça, je vous ai dit de ne pas même sans ça, je vous ai dit de ne pas jeûner. Par conséquent, vous écoutez à la radio, et si vous voulez faire les choses vraiment bien, vous pouvez prendre toujours un aliment, vous préparez à l'avance, ouais, et un verre de vin, de jus de raisin, etc. Et puis vous direz que ce verre de vin ou de jus de raisin, slicha, ok, et slicha, et comme ça, vin, jus de raisin, et on peut prendre un verre de vin, et avant de faire le sioum, on dit ben ce verre de vin, je le garde, j'en fais cadeau à celui qui fait le sioum, ça lui appartient. Ça lui appartient pour le sioum, c'est une partie de son sioum. Le type, il est à 50 km en train de faire son sioum à la radio, il a là-bas sa séouda, et moi maintenant je prends un verre de vin, je dis, ben ça aussi, ça lui appartient. Et quand j'ai fini d'écouter le sioum, je bois ce verre de vin, je fais partie donc de son sioum, et de cette façon-là, eh ben, je me serais lié à lui. Ça, c'est si on peut faire ça, même sans ça, en ayant écouté son sioum. C'est une bonne chose, et comme je vous ai dit, même si vous n'avez pas fait, et c'est
pas le moment maintenant de jeûner. Alors vous voulez quand même avoir bonne conscience. C'est-à-dire, alors prenez une macérette de Mishnah et lisez ce que vous pouvez. Faites quelque chose, mais ne jeûnez pas, c'est pas le moment. Et qui est censé maintenant faire qui est censé en général jeûner et faire le siyum, ouais? Jeûner ou donc faire le siyum, ouais? Et c'est n'importe qui est premier-né du père ou de la mère, ouais? Ce qui s'appelle être premier-né de la mère, c'est uniquement s'il est Peter Rechem, c'est-à-dire ouais, il n'est pas né et non. Comment on dit, et j'ai oublié le mot, par nettoir césarienne, par césarienne, voilà. Ouais. Et s'il n'est par césarienne, il n'est pas considéré comme premier-né. Agave, il n'est pas considéré non plus comme premier-né du père. Premier-né du père, c'est celui qui reçoit 2 fois plus dans l'héritage que les autres. Premier de la mère, c'est premier de la mère qui est Peter Rechem, qui est sorti par le Rechem et donc pas quelqu'un qui est né par césarienne. Si quelqu'un est premier-né du père ou de la mère, il est considéré comme un premier-né. Quelqu'un qui est né par césarienne, dans Choshen Mishpat, il y a marqué qu'il n'est pas considéré comme un premier-né, même du père, combien même il serait le premier-né du père. Et par conséquent, quelqu'un comme ça n'a pas besoin de faire le jeûne du premier-né, donc pas besoin non plus de faire le siyum. Une fille, ouais, le minak, c'est, même s'il y a certaines communautés dans lesquelles une fille aussi fera le siyum, etc. Et notre minak, c'est qu'une fille qui est première-née n'a pas besoin de faire non plus le jeûne de premier-né ni le siyum. Et normalement, c'est marqué dans la halakha que si le père est premier-né, la mère, maintenant, on a dit c'est pas important si elle est premier-né ou pas, mais ils ont un enfant, garçon qui est premier-né. Hein. Dans ce cas-là, le Shulchan Aruch nous dit, a priori, si c'est possible, si c'est pas trop difficile, vu que le père il jeûne déjà pour lui, la mère jeûnera pour le fils tant qu'il n'est pas bar mitzvah. Ouais. Certainement, on ne fera pas ça. Ouais. Les femmes, elles en ont déjà assez sur la tête, et par conséquent, on a dit que de toute façon, et le jeûne, on fera tout pour ne pas le faire cette année. Alors, a fortiori, cette Troumra, on ne la fera pas. Un converti qui est premier-né. Alors là, le Souk Shevet Alevi, le Rav Wosner, il se pose la question, il reste comme ça avec un point d'interrogation. Donc, a priori, un converti premier-né aussi, il fera ce siyum, il fera partie du siyum. Et un autre point, certains décisionnaires sont d'avis que celui qui fait le siyum lui-même, il peut, s'il a l'habitude de boire comme ça, de manger quelque chose, avant la tefila, il pourra le faire là aussi. Mais quelqu'un qui est premier-né, mais qui ne fait pas lui-même le siyum, qui dépend de quelqu'un d'autre, lui, il ne pourra pas boire ni manger avant la tefila a priori. Ok, et c'est important. Et on est en train de parler donc des choses à faire la veille de Pessah. Donc pour le jeûne de premier-né, on a fini. Et Mechirat Chametz Lifnei Sozman Achilat Chametz, évidemment, faut se rappeler, quelqu'un qui, souvent les gens au dernier moment, ils se rappellent que on n'a pas vendu le Chametz. Ouais, on a pas vendu, si vous téléphone, en catastrophe, des fois même l'après-midi, alors l'après-midi vous comprenez que c'est déjà trop tard. Il faut savoir que quelqu'un qui avait l'intention de vendre le Chametz, ça c'est pas un truc à dire fort. Ouais, alors je me dis comme ça, Béchéquette, le répétez pas. Mais quelqu'un qui avait l'intention de vendre le Chametz et qui n'a pas vendu finalement, ouais, le contrat de vente comprend aussi cette personne-là avec son chametz. Donc son chametz ne sera pas considéré après Pessah comme un chametz, ça va laver Pessah, c'est Besséder. Ok. Et évidemment, on se lavera la bouche, on fera les bains de bouche dont on a parlé. Et aussi, on est là maintenant en train de parler de la veille de Pessah. Donc la veille de Pessah. Et ok. Comment on fait la Srefat Chametz cette année? Parce qu'en Israël, par exemple, je ne sais pas comment c'est en France. Bon, en France, en général, j'imagine que et tous les ans, ça doit être un problème de faire le Srefat Chametz à l'extérieur. Je ne sais pas comment c'est le mettre. En tout cas, ici, on a l'habitude en général de faire le Srefat Chametz dans la rue. Là, cette année, ils ont interdit. Alors, ils ont dit qu'ils mettraient des bennes spéciales comme ça où les gens pourraient mettre leur Chametz et puis ils feront le Srefat Chametz pour tout le monde. Ok. Maintenant, nous, on veut quand même faire notre truc à nous. Ouais. Alors, comment faire? Alors, regardez. Essayez de suivre. Parce que je vais vous dire, parce que c'est important. Évidemment, et ça serait complètement irresponsable, et une demi-heure, 1 heure avant la fin du moment où je peux encore posséder du Chametz, d'aller dans la benne urbaine et de jeter là-bas mon Chametz. Parce que c'est vrai que je l'ai rendu FKR quand je l'ai jeté. Et c'est vrai que c'est une des façons de se débarrasser du Chametz. Ouais. Mais seulement les boueurs, maintenant, quand il va prendre le Chametz, ouais. Et normalement, il faudrait, quand il va prendre le sac,
pour le jeter, il faudrait qu'ils se disent attention, maintenant je suis pas en train de faire le kinyan du sac quand je fais ça. Et c'est pas nécessairement des grands Talmidei Chachamim qui vont faire ça. Donc pourquoi maintenant mettre des gens dans des problèmes? Ouais. Alors, ce que je vous conseille, c'est comme ça. Vu que la Srafat Hametz c'est classique, ça sera pas facile à faire cette année, et peut-être même interdit, je crois qu'ils ont interdit en Israël. Alors ce qu'on fera, c'est comme ça. La veille de Pessah, tant que c'est encore le moment, et puis qu'il y a encore des éboueurs qui passent. Mais si il vous reste encore beaucoup de Hametz, et vous savez que de toute façon on ne pourra pas le manger d'ici, et la 4e heure de la veille de Pessah, tout ça vous le jetez à la poubelle, de toute façon ça sera brûlé. Ouais, ça sera pris et brûlé en temps et en heure, très bien. Je laisse maintenant ce qu'il me faut pour manger le minimum. Une fois que j'ai mangé la veille de Pessah le matin, et je me suis brossé les dents, etc., et maintenant il est censé me rester, si j'ai bien fait les choses, peu de Hametz, puisque je me suis débarrassé déjà des plus gros, je l'ai jeté maintenant dans la poubelle. Donc qu'est-ce que je vais faire avec ça? Ben, tout simplement, je le prends, alors ça va vous choquer peut-être, ouais, mais c'est ce qu'on fait de toute façon lorsque l'on fait le bio Hametz la veille d'un Pessah, lorsque Pessah tombe à Shabbat, et tombe un dimanche, pardon, en Motzei Shabbat, et que la veille de Pessah c'est Shabbat, ben, c'est ce qu'on fait. Ben là, cette année, on prendra le peu de Hametz qui nous reste, on le mettra aux toilettes. Ouais. Alors évidemment, vous n'allez pas mettre une grande miche de pain et puis boucher les toilettes avec ça, mais vraiment un minimum, on a dit, on sera débarrassé du Hametz déjà la veille. Donc le peu qui reste, on va le jeter aux toilettes, on sort, on se lave les mains, on fait le Kol Hamira et le Yiratson qui suit, parce qu'il est déjà, normalement c'est quelque chose que l'on lit lorsque le Hametz est en train de brûler. On voit le Rabbi, il n'attend pas que tout soit brûlé, ouais, pour le faire, c'est marqué d'ailleurs dans la Haggadah, que l'on lit ça lorsque le Hametz est en train de se brûler. Ouais, le Rabbi, il jette le Hametz et puis il fait le Kol Hamira, le Yiratson. Donc là, on met ça aux toilettes, on va se laver les mains pour faire le Kol Hamira, ce qu'il faut, avec les mains propres évidemment, on lit le Yiratson. Une fois qu'on a fait ça, on retourne aux toilettes, on tire la chasse, et comme ça on a fait le bio Hametz en bonne et due forme, sans aucun problème, c'est extraordinaire. Il n'y a que, c'est une marloquette cette année, à savoir est-ce qu'on est obligé de brûler. Ouais, mais nous, la elle est comme le Chachamim qui pense que non. Ouais, comme c'est marqué dans le Mishnah, on peut aussi l'émietter, et le Hametz, c'est aussi une bonne chose. Alors le minhag, c'est de faire comme Rabbi Yehuda qui pense qu'on brûle. Ok, ça c'est en général. Mais là maintenant, on ne peut pas le faire, ben, il n'y a aucun problème, on fait ça comme la halakha l'exige. Et en faisant la vie de Chachamim, il n'y a aucun problème. Il y a une interdiction la veille de Pessah l'après-midi de faire des melachot. Les melachot, des travaux qui sont interdits à Chol ils sont interdits aussi à ce moment-là. Ouais. Plus que ça, et la Gemara et puis le Shulchan Aruch nous dit que des endroits, on a l'habitude, même le matin de la veille de Pessah, de ne pas faire de melachot, on n'en fera pas. Yerushalayim, c'est considéré comme un endroit comme ça. C'est un endroit où le minhag, et c'est de ne pas faire de melachot la veille de Pessah, même le matin. Par conséquent, a priori, évidemment, on ne fera pas de melachot et on se coupera les cheveux à Jérusalem, et pas la veille au matin, mais encore avant. Alors c'est vrai que le Harizal il dit de ne pas se couper les cheveux la nuit, mais chez Chabad, on n'a pas ce minhag-là, on se coupe les cheveux aussi la nuit. Donc on se coupera les cheveux, pas la veille de Pessah, enfin si, maintenant je parle de Yerushalayim, c'est vrai. Et à Paris, ouais, aucun problème, si vous voulez, la veille de Pessah le matin, vous pouvez vous couper les cheveux. Les ongles aussi, on doit les couper le matin uniquement. Il y a une différence entre les cheveux et les ongles, c'est que les ongles, si on ne les a pas coupés le matin, on peut les couper l'après-midi. Les cheveux, on ne peut pas. Ouais. Donc il n'y a que le matin, et si vous n'avez pas coupé, ben, vous êtes bloqué jusqu'à après Shavuot. Donc il vaut mieux le faire plus tôt que plus tard. Comme ça. Et évidemment, on prend une douche la veille de Pessah, comme la veille de Shabbat. Et puis, il y a toutes sortes de choses à préparer. Et là, je dis ça surtout aux jeunes qui ont l'habitude d'être en général chez leurs parents, et ouais, même les jeunes couples, et qui ne connaissent pas comme ça toutes ces petites finesses, et puis on risque de se trouver, et tout d'un coup, la nuit de Pessah avec des choses qu'on n'aura pas préparées. Alors, c'est important que vous sachiez, il y a pas mal de choses à préparer. Il y a beaucoup pour lesquels ce sera leur premier seder. Alors, le zroa, on a l'habitude de prendre du coup. Alors maintenant c'est peut-être difficile de trouver des coups, c'est pas grave, on prendra notre partie, on peut prendre une aile, on peut prendre ce que vous voulez. Et on a l'habitude de le griller, d'après certains de le griller et de le cuire, et d'enlever après le maximum de viande. On laisse un tout petit peu de viande comme ça. Ok, donc tout ça c'est des choses à préparer avant. Les œufs aussi, ouais, maintenant chaque garçon a son plateau, donc un œuf comme ça par garçon. Hein, les œufs aussi, on les fait et on les cuit évidemment avant. C'est vrai qu'à Yom Tov, on peut cuire. Ouais, mais il faut commencer le seder
Et comme ça, dès qu'on a fini Arvit et Arvit dès que la nuit tombe. Donc on ne va pas commencer à cuire des œufs maintenant. Au début du Seder. Par conséquent, on prépare tout ça, on prépare le charoset, on prépare l'eau avec le sel pour le karpas, et autre chose qui est important aussi. Lorsque l'on va manger le maror avec, pour ce qu'on appelle le sandwich, le korer, et il faut attention, parce que vu qu'on fait attention à la matzah shrouya, puis que le maror, on l'a bien lavé, et le maror qui sera mouillé avec la matzah, ça fera shrouya. Ce qui fait que le maror tout seul, qui est mouillé, il n'y a pas de problème. Mais le maror que l'on mangera avec la matzah, il faudra faire attention qu'il soit sec. Par conséquent, il faudra aussi, après avoir bien lavé les feuilles de maror et bien regarder qu'il n'y a pas de verre, etc., et la veille de Pessah, il faudra aussi faire sécher du maror, tout le maror qu'on utilisera pour le korer, il faudra l'avoir fait sécher à l'avance. C'est important. C'est bien si vous voulez, pour ne pas vous casser la tête, on va parler maintenant, juste après, des mesures, des poids et mesures, mais c'est bien de préparer des petits sachets avec la quantité de matzah qu'il faut pour chaque kazaït, comme ça, on distribue et puis on n'a pas besoin de se casser la tête. Le Shan Shabbat, le mettre en marche. Et lorsque l'on allume les nérotes de Shabbat, les nérotes de Shabbat, vous savez que le minag, c'est les allumer à côté de l'endroit où on mange. Alors, il y a deux raisons pour lesquelles on allume les nérotes de Shabbat. On les allume pour le Shalom Bayit, parce que si le type il fait noir et puis qu'il se prend la tête dans le mur et il va accuser sa femme, on vous connaît les hommes. Alors dans ce cas-là, les Khamim nous ont dit non, on va allumer des numéros de Shabbat comme ça, il ne trouvera pas de tirout, il ne trouvera pas d'excuses pour accuser de sa femme de choses qu'elle n'a pas fait. Et par conséquent, ça c'est la première raison. La deuxième raison, c'est pour qu'il y ait plus d'oneg, plus de délices lorsque l'on mange et qu'il y ait la lumière, le profit est plus grand. Et on fait attention à ces deux choses-là. Or, lorsque l'on arrive à Shulchan Aruch, en général, il y a des grandes chances que les lumières déjà soient éteintes. Et c'est dommage, parce que là maintenant on doit manger comme ça à la lueur des lumières. Donc, de toute façon, soit on va utiliser au moins une ou deux bougies, de toute façon, qui seront grandes, qui vont rester allumées pour le Shulchan Aruch, soit on prendra de l'huile comme font les Sfaradim, comme ça, et puis il y aura aussi une lumière comme ça qui restera pendant le Shulchan Aruch. Et vu que je parlais comme ça des femmes, c'est important, on sait que c'est écrit dans le Shulchan Aruch, on oublie souvent, mais de la même façon que il y a une mitzvah de Horaïta, de l'Ismoach Bachagim, il y a une mitzvah de la Torah, d'être joyeux pendant la fête, et la joie pour les hommes, c'est vin et viande, c'est ce qui est marqué dans le Shulchan Aruch. Et pour les femmes, c'est les habits et les bijoux. Et par conséquent, alors ne trouvez pas d'excuses sous prétexte qu'il y a le virus et tout, vous pouvez toujours commander par téléphone, par internet, par machin, mais c'est important, Et plutôt que d'aller acheter toutes sortes de choses qui sont pour des chumrot, vous pouvez le faire, mais que ce ne soit pas au détriment de quelque chose qui est écrit dans le Shulchan Aruch, c'est-à-dire d'acheter, de rendre joyeuse sa femme pour Pessah. Donc de toute façon, acheter des bijoux, les femmes n'écoutez pas, là c'est pas les hommes ce que je suis en train de dire, et bijoux ou habits, n'oubliez pas surtout si elle a écouté le cours, vous êtes créé, alors je vous conseille fort de faire ça. Ok, qu'est-ce que je voulais dire en dehors de ça? Et les femmes, quand elles allument les nérotes, comme pour tout Yom Tov, et pas de tout Yom Tov en réalité, mais elles doivent faire la bracha de Shechiano. Et n'oubliez pas, après Mincha de Erev Pessah, là c'est vraiment important parce que n'oubliez pas qu'on va prier seul à la maison. Et donc après Mincha de Erev Pessah, il y a le Seder Korban Pessah que l'on a l'habitude de lire avant la Shkia, donc c'est important. Ok, j'en suis à la 11e et mes dernières pages, donc ne désespérez pas, on arrive à la fin. La Tfila, vous savez que notre minhag, c'est de lire le Hallel la nuit de Pessah et après la Tfila de Harvit. Et ça, c'est même pour les Chassidei Chabad quand on prie Beyachid. Donc, comme je vous dis, on va presque tous prier Beyachid cette année. Donc, n'oubliez pas le Hallel. Le matin de Pessah, maintenant, on fera, avant Moussaf, il y a, normalement, quand on est à la Beth Knesset, on dit Moridatal. Et puis après, dans le Moussaf, on dit Moridatal. Puis après, il y a le Tikkun Natal avant la Chazara, avec toutes sortes de psukim, etc. Qu'est-ce qu'on fait quand on est tout seul? On fera tout ça tout seul. Juste avant de faire Moussaf, Moridatal, on rappelle qu'il y a Moridatal. Puis on rappelle aussi à nos fils qui sont avec nous, comme ça, à la maison.
Après, on dit Moridatal dans la tefila de Moussaf. Et après, quand on a fini Moussaf, on dira les psukim. Alors, si vous voulez être dans l'ambiance comme ça, c'est bien de les dire comme ça avec les nigunim de Chabad. Et c'est quelque chose qu'on peut se procurer avant et entendre avant. De toute façon, c'est une bonne chose, c'est pas une obligation. C'est une bonne chose de dire ces psukim de Tikkun Natal, puisqu'on ne pourra pas les écouter, pour la plupart d'entre nous en tout cas, à la Beth Knesset. Et comme ça. Qu'est-ce qui se passe si on trouve du Chametz à Pessah? Alors normalement, quand on trouve du Chametz à Pessah, ce qui est marqué dans le Shulchan Aruch, on le prend et on le brûle. Il n'y a pas de problème de le prendre. C'est vrai que ça fait un peu peur de le prendre. On le prend pour le brûler, donc c'est pas un problème. Normalement, c'est ce qu'on fait. Et si c'est Yom Tov, alors on ne peut pas brûler, on peut brûler Yom Tov, mais pour cuisiner, mais pas pour brûler du Chametz. Si Yom Tov, si c'est Shabbat, on le recouvre, et puis on le brûle après, ça c'est normalement ce qu'on fait. Mais là, il faut savoir qu'on ne doit pas faire ce qui est marqué dans le Shulchan Aruch. C'est-à-dire, dans la mesure où on vend presque tous notre Chametz au Goy, et que d'après le contrat de vente, même le Chametz qu'on a perdu quelque part à la maison, et bien lui aussi il est vendu en réalité. Et même si on a du Chametz au bureau et qu'on a oublié de le vendre, là aussi il est vendu, tout est prévu en réalité. Après on fait les choses bien, on sait où il y a le Chametz. De toute façon, ça aussi c'est compris dans le contrat de vente. Si tout d'un coup vous trouvez un morceau de gâteau pendant Pessah, ben vous le prenez, vous ouvrez une armoire où il y a le truc du goy, vous mettez le morceau de gâteau là-bas, et le tour est joué. C'est important de savoir que c'est un petit peu différent de ce qu'a changé Shulchan Aruch, parce que la situation est différente. Il me reste juste maintenant à voir avec vous certains points importants de la nuit du Seder. Alors comme ça. La nuit du Seder, c'est important de savoir qu'il y a deux mitzvot assez. Il y a deux mitzvot positives. Alors, vous avez quoi de mitzvot positives? Deux mitzvot actives. Pourquoi c'est important de savoir ça? C'est important de savoir ça parce que quand on va faire une mitzvah, qui est une mitzvah de la Torah, et la kavana, elle est makevet. La kavana, l'intention que l'on a de faire la mitzvah, c'est très important de l'avoir en tête. Sinon, c'est considéré, ça peut être considéré comme ne pas avoir fait la mitzvah. Par conséquent, c'est important de savoir que Vigata Levindra, le fait de dire le Magid, c'est une mitzvah de Oraita, même maintenant, c'est une mitzvah de la Torah. Manger un kazeï de matzah, c'est une mitzvah de la Torah aussi. Ces deux sont des mitzvahs de la Torah. Le maror aujourd'hui, c'est des rabanan, parce que maror, c'est une mitzvah uniquement quand on le mange avec le korban Pessah. Mais la matzah, c'est aussi quelque chose en soi de manger la matzah. Donc c'est important, avant de dire le Magid, de savoir que maintenant je vais faire une mitzvah assez de Oraita, en tout cas pour les hommes. Pour la matzah, c'est aussi pour les femmes. Quand elles vont manger la matzah, qu'elles sachent qu'elles sont en train de faire maintenant une mitzvah assez positive de manger le matzah. Les 4 verres de vin, et chez nous, chez les Chassidei Chabad, comme pour les Ashkenazim, on fait la bracha sur chacun des 4 verres, pour les Sfaradim sur le premier, sur le troisième. Les 4 verres, on va les boire accoudés pour les hommes, pour les femmes non, pour les hommes accoudés. C'est important, c'est vraiment important. Ce qu'on fait accouder, c'est les 4 verres, c'est tous les kazeïs de matzah que l'on va manger, et aussi le kazeï de matzah qu'on mange dans Korer, et avec le maror et la matzah ensemble. Ça aussi, on mange accoudé. Tout le reste, c'est pas accoudé. Le maror qui est contre l'amertume, évidemment, c'est pas accoudé. Et même le magid, et notre minag, c'est de ne pas lire la Haggadah quand on est accoudé. Maintenant, c'est très important de lire ces choses-là accoudé. Si je mange un kazeï de matzah pas accoudé, il va falloir que pour les hommes, que je le remange accoudé. Pour les verres de vin, c'est un peu différent. Ce que nous rapporte, comme ça, le Mourazaken, c'est que c'est uniquement si le deuxième verre de vin, écoutez bien, et je l'ai mangé, je l'ai bu sans être accoudé, que je devrais reboire. Pourquoi? Il y en a qui pensent, il y a un avis comme ça dans les Rishonim, que l'obligation de boire accoudé, c'était dans le temps où les gens qui étaient riches mangeaient accoudé. Aujourd'hui, même les riches ne mangent pas accoudé, donc c'est pas une obligation. La n'est pas comme ça, mais c'est vrai qu'il y a un avis comme ça. Par conséquent, on se basera sur cet avis en cas de problème. Et pourquoi on risque d'avoir un problème? Parce que regardez, si on boit le premier verre de vin, dans la mesure où chez les Chassidei Chabad, on fait la bracha sur chaque verre de vin, quand j'ai bu le premier verre de vin, contrairement à Sfaradim, j'ai fait la bracha, mais je n'avais pas l'intention de boire le deuxième avec cette même bracha, parce que je savais que j'allais faire une bracha sur le deuxième. Et donc si je bois maintenant le premier verre de vin, et j'oublie de m'accouder, j'ai fait boire bragafen, et je ne me suis pas accoudé. Dans cette bracha, je n'avais pas l'intention de boire un autre verre de vin, puisque le deuxième qu'on a dit, il a une bracha en soi. Donc si maintenant je bois à nouveau un verre de vin accoudé, je suis obligé de refaire une bracha. Et refaire une bracha, c'est quelque chose de trop important, et on aura l'impression qu'on invente maintenant un 5e verre, et ça les chachamim ne voulaient pas. Et donc ils te disent,
si tu bois le premier verre, le troisième ou le quatrième, ouais, et je vais faire ça court et essayer de réfléchir pourquoi c'est comme ça. Et pardon, le deuxième il est spécial parce que juste après, il y a tout le repas, et donc on a l'intention de boire aussi pendant le repas. Ouais. Donc dans notre bracha, on sait qu'il y a encore d'autres verres. Toujours est-il, bottom line, si maintenant je bois le premier, le troisième ou le quatrième verre sans m'être accoudé, hein, ben ok, je me baserai sur l'avis de ceux qui disent qu'on n'a pas besoin d'être accoudé, et puis ok, ça, je serai quitte. Mais le deuxième, si je le bois sans m'être accoudé, hein, ben je reprends maintenant un verre de vin, je ne ferai pas de bracha, parce que déjà dans le deuxième, j'avais pensé boire d'autres verres pendant le repas, et je boirai accoudé le deuxième verre. De toute façon, ouais, le résultat est qu'en aucun cas on va faire plus de 4 fois pour préparer la gafen. Le premier, évidemment, c'est le verre de kidouche. Tout le monde aura un verre de kidouche ici, contrairement au kidouche classique. Ok, ça c'est pour le fait d'être accoudé, je crois qu'on a dit, des choses importantes. Être accoudé, les gens des fois ils se mettent comme ça, non, ça c'est quelqu'un qui est inquiet, c'est pas quelqu'un qui est accoudé. Être accoudé, c'est vraiment être bien accoudé, s'il faut, ben, on s'installe comme ça, on bouge un peu la chaise, et on se met comme ça on est accoudé, ouais. Et pas d'une autre façon, c'est bien de préparer coussin, ce qu'il faut, fauteuil s'il faut. Mais si on est comme ça plusieurs autour de la table, ben, ouais, qu'on se tourne, qu'on s'accoude comme il faut, ouais, c'est important. Ok. Par rapport au motzi matzah maintenant, et combien de... Je vous ai dit tout à l'heure qu'il y avait 3, 4 ou 5 kazeitim de matzah qu'on allait consommer. Alors il faut comprendre cette chose-là. Regardez. Dans le motzi matzah, on peut penser que motzi matzah, il y a 2 kazaït. Il n'y a pas en réalité 2 kazaït, un pour motzi, un pour matzah. Ça ne vient pas de là. Parce que dans le motzi, normalement, je ne suis pas obligé de manger un kazaït. Si je prends un petit bout de pain au motzi, toute l'année, je n'ai pas de problème. Par contre, pour le matzah, je suis obligé de manger un kazaït. Donc pour motzi matzah, un kazaït et un tout petit bout, ça aurait suffi. Et même un kazaït tout seul, ça aurait suffi. Ouais. Alors pourquoi on mange a priori 2 kazaït? Parce qu'il y a une marloquette à savoir. Ouais, vous savez qu'on a donc nos 3 matzot. La première qui est entière, la troisième en dessous qui est entière, et au milieu une qu'on a coupée en 2. Ouais. La deuxième qui est en dessous, ouais, elle vient pour le lechem mishneh. Mais il y a un différent chez les Rishonim, à savoir, est-ce que la matzah que l'on mange pour la mitzvah de matzah, parce qu'il y a 2 choses, vous comprenez, il y a le motzi qu'on est en train de faire avec les mishneh, etc., avec deux matzot, et il y a le fait que je fais la mitzvah maintenant de manger la matzah. Cette mitzvah de la matzah, est-ce que je la fais avec la matzah du haut ou la matzah du milieu, qui est coupée en 2? Celle du bas, c'est sûr que c'est pour compléter la deuxième matzah du motzi. Ouais. Mais est-ce que celle de la mitzvah de matzah, celle du haut, celle du milieu? Et comme c'est une marque loquette, on prendra un kazaït de celle du haut et un kazaït de celle du milieu. Ouais. Ok, donc motzi matzah, il y a 2 kazaït. Pour le korer, il y a un kazaït. Pour la fékomène, il y a un kazaït. Et d'après certains, a priori, 2 si c'est possible, un en souvenir du Korban Pessah et un souvenir de la matzah que l'on mangeait avec le Korban Pessah. Donc ça fait au maximum 5. Mais comment on peut arriver à 4? Pour la fékomène, on peut se contenter d'un s'il le faut. Et comment on arrive à 3? Parce que motzi matzah, en réalité, ça aussi c'est une rumra, a fortiori pour ceux qui sont autour de la table, qui n'ont pas de plateau, et à qui de toute façon je vais donner surtout de la matzah qui vient de la boîte et pas qui était ici, donc il n'y aura pas de distinction entre le kazaït du haut et le kazaït du milieu. Par conséquent, pour motzi matzah, s'il le faut, ben, on prendra un seul kazaït, c'est bien aussi. Maintenant, ce kazaït ou ces 2 kazaïtim, a priori, il y a plusieurs avis, même chez Chabad, ça appartient dans Sefer Minagim, sur le temps minimum, sur le temps maximum de consommation du kazaït, et l'avis a priori à suivre, c'est l'avis de Rabbi Hillel ben Paritch qui dit que c'est moins de 3 minutes. Donc en moins de 3 minutes, on est censé manger ces 2 kazaït, donc on coupera bien. Attention, un kazaït, c'est pas nécessairement 30 grammes. C'est vrai que le Grach Hanai dit ça. Mais vous savez que kazaït, kabetza, ouais, c'est des unités de volume, pas des unités de masse. Et par conséquent, quand on dit 30 grammes, ok, c'est une comme ça une facilité qu'on a fait parce que c'est plus facile de mesurer des masses. Mais en réalité, comme je vous dis, c'est une unité de volume, c'est 27 cm3 en réalité un kazaït. 27 cm3 de matzah. Alors bon, ça dépend dans quel état elle est. Est-ce qu'on la casse? Oui, on la casse. On lève l'air qui est à l'intérieur. 27 cm3, ça sera beaucoup moins que 30 grammes. Le Grachner dit 30 grammes, mais d'après tous les essais qui ont été faits, et tous les rabbinim, ils sont pas d'accord avec lui. Donc en réalité, même si on prend 13 grammes et demi de matzah, on est au Seder Chova. 13 grammes et demi, ça sera un kazaït c'est à la moitié d'un beitza. Mais il faut savoir aussi qu'il y a un klal selon lequel un kazaït, c'est une marque loquette, à savoir si c'est un demi-beitza ou un tiers de beitza. Ouais. Donc beitza, c'est à peu près 60 cm3. Ouais.
et plutôt 54 cm3. Donc quand on prend un demi, ça fait 27. Quand on prend un tiers, c'est beaucoup moins. Et par conséquent, et pour tout ce qui est midéoraïta, comme un kazaït de matzah, il faudra aller d'après un demi et un demi une demi beitza. Et donc 27 cm3, ce qui représente à peu près 13 grammes et demi. Mais si maintenant je parle des autres kazétim qui sont que de rabanan ou bien du maror, alors c'est encore moins même. Donc c'est entre 11 grammes pour les autres kazétim et puis 13 grammes et demi. Alors c'est vrai que ça peut vous choquer et vous avez l'habitude souvent de parler de 30 grammes. Non, 30 grammes, c'est d'après le Grachnei, mais ouais, et tout le monde est relève là-dessus. Donc en réalité c'est beaucoup moins que ça, mais ça serait bien chacun avec ses matzot, et des matzot plus grandes, des matzot plus petites. Et ce serait bien qu'on voit quelle est la masse d'une matzah, puis en fonction vous voyez. En général, un quart de matzah, c'est sûr que c'est largement un kazaït. Ouais, sachez. Donc si on mange 3-4 comme ça, c'est sûr qu'on est complètement couvert. Pour le maror, 2-3 feuilles de laitue avec ce qu'on appelle le chein, et là aussi on est couvert. Le chein c'est important, vous savez, on ne peut pas comme ça éplucher à Yom Tov, donc c'est important aussi de le préparer avant Yom Tov. Et zéou, avec ça, je crois qu'on a fini. Alors, bon, ce qu'il y a, c'est que j'ai un problème, je ne sais même pas comment on voit les questions qui ont été posées. Et regardez, ce qu'on peut faire, c'est... Là maintenant, je vais regarder après comment on voit les questions. De toute façon, on peut toujours, ouais, si vous voulez comme ça, je vais vous donner mon numéro et envoyer un WhatsApp. Et s'il le faut, ou bien pas, ou bien sur Facebook, peut-être d'At Menachem, ou bien de Ashdod, où vous regardez là maintenant, posez des questions, on essaiera d'y répondre. Si vous voulez comme ça, le numéro de WhatsApp, c'est plus 972 545 950 137. Zéou Bezrat Hashem, Pesach Kasher Vesameach Lekulam, et le cours est dédié d'abord à la refoua shlema avant tout de tous les cholim, et tous les cholim du peuple d'Israël et tous les cholim des Chassidim Umot HaOlam aussi. Et Bezrat Hashem, les Avdil, les Fafas Dalot, les Nun, Nishmat, et toutes les personnes qui sont décédées dernièrement. Et qu'on ait Bezrat Hashem, la Geoula, Amitit, Veshlema, c'est sûr que c'est pour maintenant. Ouais, c'est vrai que le sujet là maintenant, et c'était pas tellement ça, mais ouais. Et vous savez, et comme ça, le rabbi, comme ça, il a un vort sur. Et אז יאמרו רבים, הגדיל השם לעשות עם אלה, הגדיל השם לעשות עמנו, היינו כחולמים, היינו שמחים, סליחה, היינו שמחים. Et le rabbi, il dit la chose suivante. Il dit, il y a ici, comme ça, un dialogue entre les Bnei Israël et puis les Goïm. Les Goïm, ils disent, mais comment Akadosh Baruch Hu a fait tellement de bonnes choses pour l'âme Israël. Alors c'est vrai que là, maintenant, on voit beaucoup de flou, il y a beaucoup de xérotes, ouais. Mais très très vite, il va y avoir Bezrat Hashem, des Nissim, Gloïm pour tout l'âme Israël. Et donc, les Goïm vont dire, mais Akadosh Baruch Hu, comment, par quel mérite il leur a fait toutes ces grandes choses au peuple d'Israël. Et nous, on dira, Igdil Hashem Lasot Imanu, Aïnou Semechim. Akadosh Baruch Hu nous a fait des grandes choses comme ça. Alors le rabbi il fait un vort en disant, Aïnou Semechim, parce que nous étions en joie, parce que nous étions joyeux. C'est-à-dire que finalement, ce qui va nous sortir de cette galoute, puis le rabbi il parle de ça aussi. En Tachin Memchet, lorsqu'il parle de, on a déjà parlé dans un autre cours, lorsqu'il parle de Simcha Beta Rata, le rabbi il dit que c'est quelque chose qu'on n'a pas essayé jusqu'à maintenant. La joie dans toute sa splendeur, la joie l'ishma, la joie uniquement pour la Géoula, ça c'est quelque chose qui est extrêmement important. Bon, je vois ici que, bon, il y a le Rav Aaron Bitton qui a, ok, on va essayer peut-être de répondre aux questions. Et directement, ok, il m'a eu. Ken Rabbi Aaron. Allô? Ken Rabbi Aaron. Shaul Silam. Ben, je sais, mais je crois qu'il y a eu des questions. Moi, je ne les vois pas les questions. Donc, s'il y a des questions que tu vois, si tu peux me dire. Je sais que je suis en train de parler. Ok, Aaron, tu sais quoi, regarde, on va s'arrêter là, Bezrat Hashem, et puis s'il y a des questions, j'essaierai d'y répondre ultérieurement. Les trottes, salam.
quelqu'un. Tu peux éteindre. Ok. C'est ça, hein? Ok. Ouais.